Bonjour à celles et ceux qui nous écoutent, bienvenue au Maître Cube, le podcast qui parle de cubes et plus généralement du jeu de cartes Magic l'Assemblée. Je suis Lucas, votre hôte, et aujourd'hui je suis accompagné d'Antonin. Bonjour Antonin, comment ça va ? Bonjour Lucas, ça va très bien. Ici, nous allons vous poser la deuxième partie de l'épisode de la semaine dernière, l'analyse d'extension aux portes des éternités. J'espère que la première partie vous a plu et que vous l'avez écoutée. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller l'écouter. Sur ce, on va vous laisser pour la suite de l'épisode de la semaine dernière. C'est reparti. C'est tout pour la couleur noire, Antonin. On va passer à la meilleure couleur de Magic. Il y a débat. Même si récemment j'ai tendance à être assez d'accord. Bon, la couleur qui va plus vite, la couleur qui brûle, la couleur des gens qui aiment la vie, le rouge. Pour un petit mana rouge, on va vous proposer le coureur de Kavaron, ou de Kavaron. Kavaron, c'est plus joli, Kavaron. Ouais, plutôt. Coureur de Kavaron. C'est une petite 2-1 pour un mana rouge. C'est une créature artefact, robot et soldat. C'est pour aller avec notre vampire et soldat. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer 2 mana génériques. Si vous faites ainsi, créez un jeton de créature artefact 2/2 incolore robot engagé et attaquant, sacrifiez ce jeton à la fin du combat. Alors, Aïe. cette carte elle est intéressante parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Wizard of the Coast, c'est très récent dans son histoire qu'il édite des 2/1 pour un mana rouge qui n'ont pas de défaut. Oui, La première qui a été éditée de toute l'histoire de Magic, d'accord ? C'était en Ténèbres sur Innistrad, voilà. Et c'était la 2/1 pour un rouge vampire qui donnait folie à vos autres vampires. Ouh. La deuxième, est-ce que tu sais laquelle c'était ? La deuxième 2/1 pour un rouge qui n'avait pas de défaut, qui est sortie après. Non. C'est Ragavan. Il y a rien eu entre. Il n'y a rien eu entre. C'est Ragavan. Zurgo, c'est une 2/2 qui ne peut pas bloquer les créatures qui ont plus d'un ouais, force, non, etc., etc. Il y a toujours un défaut. Et depuis, ça fait quelques temps qu'ils nous en éditent plusieurs. Là, en Avatar, on va même en avoir une. Ça sera la première de tout Magic pour un mana rouge. Une 2/1. Elle n'a pas de capacité. Un lion des savanes rouge. Ça n'existait pas avant. Avant, on avait Bébé Chacal, qui était presque comme un lion des savanes, mais il avait le petit défaut de si jamais vous bloquez ou qui se fait bloquer, vous perdez la moitié de vos points de vie. Non mais vous perdiez autant de points de vie que de blessures qu'il subissait. Donc c'était vraiment horrible, c'était juste réservé à des decks extrêmement agressifs. Donc, une fois qu'on a remis ça en contexte, moi je suis très content, j'aime beaucoup le rouge, j'aime bien avoir du choix dans mes créatures à un mana, et j'aime bien éviter, si possible, que ce soit toutes des Ragavan, parce que c'est pas très marrant de jouer contre Ragavan. Ouais, non, c'est bien que ça change un peu aussi. Donc là on a une 2/1 pour 1 qui a pas de défaut. Donc déjà moi je suis assez content, c'est une créature artefact, je suis encore plus content, même si ça c'est peut-être pas très objectif. C'est pas le truc qu'on regardera en premier normalement, mais... Le truc, c'est qu'il a une capacité qui te permet, si tu payes 2 mana, de rajouter une 2/2 qui va attaquer. Ce jeton, il faudra le sacrifier à la fin du combat, donc pas possible de le garder, d'en faire quelque chose après, mais ça veut quand même dire qu'en fin de combat, on peut le sacrifier, on peut faire des trucs avec. On peut le sacrifier pour déclencher un autre effet, ça nous déclenche notre vide, ça nous déclenche notre révolte, tout ça. Voilà, ça va drainer de 1 avec notre Voilà. susurreur, etc. Moi, je l'aime bien. J'ai l'impression que un petit peu, on en parlait au tout début, quand on parlait justement du guide luxe. En fait, il y a beaucoup de créatures comme ça qui disent 2/1 pour 1, quand t'attaques, si tu payes 2, t'as un bonus. Là, son bonus, il est pas incrémentiel. Mais par contre, 2 pions, c'est vraiment beaucoup. Sur 2 bêtes différentes, ça veut dire que c'est dur à bloquer. Donc en late game, ça fait des phases d'attaque assez énervées. Oui, non, ça fait des vraies phases d'attaque même en late game. Alors, oui, il va sans doute te faire trade ou un truc comme ça, mais si tu attaques avec 3 créatures et que lui, il en remet une autre encore, ça met dans des situations qu'on n'a pas envie d'être. Et en plus, alors oui, effectivement, s'il doit bloquer une des deux, il va pas bloquer la 2/2, il va bloquer la 2/1, mais peut-être qu'il va bloquer la 4/4 qui attaque à côté, quoi. C'est ça le problème. C'est surtout ça, c'est que... Je trouve que c'est une bonne bestiole. Elle a des petites synergies, je pense, à faire. Elle est bien agressive. C'est un robot, c'est cool les robots. C'est cool les robots, moi j'aime bien. Rien d'autre vraiment à ajouter. Je trouve juste que c'est une bonne bête agressive et il y a des petites synergies. Donc c'est cool. Bonne carte faite par Wizard. Bien joué. Non mais c'est vrai. Enfin, il y a des fois ils font Ragavan et puis il y a des fois ils font des coureurs de Kavaron et je les remercie de faire des coureurs de Kavaron. Voilà, faites-moi plus de coureurs de Kavaron s'il vous plaît. Alors, ensuite, on va enchaîner avec un autre robot, le moissonneur de rouille. Oh là, j'ai tellement eu envie de jouer cette carte dès que je l'ai vue spoil. Allez, une 1/1 pour un rouge. C'est vachement moins bien que la 2/1 déjà. C'est vachement moins fort. Ok, elle a la menace. Ah, c'est un peu mieux.
Oui, ok, admettons. Pour 2 incolores et on l'engage, on exile une carte d'artefact depuis notre cimetière. Bah c'est nul. On met un marqueur +1/+1 sur cette créature, puis elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. C'est vachement mieux. C'est vachement mieux déjà. Donc un petit removal sur une créature qui va mettre des pions, qui va grossir et puis qui va finir la game. Ça a l'air marrant quand même. Cette carte, elle me fait énormément penser à Sinistre Lavamancien. Ouais, c'est à ça que je pensais aussi. Ouais. Sinistre Lavamancien, qui est une 1-1 pour un mana rouge, un humain et sorcier. Vous pouvez payer un mana rouge, l'engager, exiler 2 cartes de votre cimetière, et si vous faites ainsi, vous infligez 2 blessures à n'importe quelle cible. Là, on va retrouver le fait de payer du mana, on va retrouver le fait de devoir l'engager, on va retrouver le fait d'exiler des cartes. La différence, ça coûte plus cher, et au lieu d'exiler 2 cartes, on exile une seule, mais il faut que ce soit un artefact. Jusque-là, c'est moins bien. Le truc, c'est que là, les dégâts, ils sont incrémentiels. C'est ça. La première fois, il met déjà 2. Ouais, il met déjà 2. Voilà. Donc la première activation n'est pas moins bien qu'une activation de Sinistre Lavamancien. Et Grim Lavamancer, même si aujourd'hui c'est un petit peu surclassé dans les cubes vraiment Power Max, je vous assure que dans n'importe quel cube qui n'est pas Power Max, qui est un peu plus bas, c'est une menace. Vraiment, c'est très fort. C'est chiant à gérer, ça va venir vous tuer toutes vos bêtes. Mais ça ne fait à peu près que ça, parce que, sauf les fins de game où, mince, il me reste 6 points de vie, dans 2 tours je suis mort, souvent les 2 dégâts dans la tête, ils font pas trop peur. Là c'est 2, puis 3, puis 4, puis 5, et puis j'ai plus de créatures, j'ai plus de cartes dans mon cimetière. Bon, je vais te taper avec ma 5/5 menace, écoute, ça a l'air rigolo. Hein, elle est belle ta tête. Là on se rend compte que menace, c'est vraiment pas du texte d'ambiance, parce que dès que la créature va commencer à être 4/4 ou 5/5, déjà ça va commencer à tabasser. Et moi ce que j'adore avec cette carte, c'est que c'est un nombre de blessures égal à sa force. Du coup, si tu arrives à la booster d'une autre manière, exactement, ça fait vite très mal. Exactement. Et du coup, vous allez pouvoir rentrer cette carte-là dans d'autres archétypes. Vous allez pouvoir dans des équipements. Vous allez pouvoir lui mettre des croissances gigantesques et hop, d'un coup, là maintenant, vous faites des... Non mais c'est vraiment le classique. Mais oui. Grul contrôle, j'ai envie de dire. 4 moissonneurs de rouille, des pump spells, quelques artefacts dans votre cimetière et puis on est parti quoi. Donc moi j'adore la carte, je trouve qu'elle compresse des rôles un peu différents, c'est un nouveau take sur ce genre de pinger, j'adore quoi. À partir du moment où tu as suffisamment d'artefacts, je trouve vraiment que la carte est très forte. C'est un de mes chouchous de l'extension. J'étais clairement passé à côté, j'avais pas vu que c'était exponentiel et que après ça allait vraiment attaquer avec la menace. Non, ça rigole pas. Hein. En fait, ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est qu'elle va grossir très vite. Vous lui mettez juste un sein de hausse. Et déjà c'est débile. Et c'est n'importe quel sim, ça va choper un planeswalker, ça va choper une créature chiante, ça va... Pour moi c'est une carte qui n'a pas le défaut de beaucoup de cartes incrémentielles, qui est que ça met beaucoup de temps à devenir bien. Là en fait la carte elle peut devenir très vite, très dangereuse. Alors exiler une carte d'artefact de votre cimetière, c'est un vrai coup. C'est un vrai coup, c'est pas anodin. Moi je pense que dans le bon environnement, vous allez juste casser des culs avec voilà. Elle est elle-même artefact, donc a priori... Quand on parle de construit, il y en aura d'autres. Voilà, c'est ça. Après, je sais pas à quel point est-ce que ce sera pas trop lent dans le construit. Mais alors en cube, je vous assure que c'est pas trop lent. Hein. Non, en cube, ça va. Non, ça... elle fait peur du coup dans ton cube, celle-ci. Ouais, elle va être bien. La carte suivante. Alors, c'est un insecte. C'est un insecte et guerrier. Le Rasbroussaille d'Evendo. Pour 2 incolores, 1 rouge, on est sur une 2/2. Insecte et guerrier. À chaque fois que vous sacrifiez un permanent non jeton, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Pendant votre tour, tant que vous avez sacrifié un permanent non jeton ce tour-ci, vous pouvez jouer les cartes exilées par cette créature. Bah, c'est une bonne carte déjà. C'est déjà une très bonne carte. Bien, hein. C'est pas mal. On a une 2/2 pour 3 qui fait du card advantage. La condition, c'est qu'il faut qu'on ait sacrifié un permanent non jeton. C'est ça ? C'est ça. Il faut juste trouver un moteur de sacrifice. Voilà, quoi. Ou un fetch. Ouais. Et ensuite, on va pouvoir l'engager, sacrifier un terrain et ajouter 2 rouges. Bah, donc c'est combo. Un petit Lumberjack qui va nous faire du card advantage et qui va évidemment synergiser avec tous les autres effets fetch, tous les effets aristocrates. Et voilà, on va trouver des solutions et elle donne du mana pour jouer les cartes exilées évidemment. Alors, je vais être mauvaise langue, un peu cynique, mais c'est une de mes marottes, donc voilà, si je n'étais pas fidèle à moi-même, qui serais-je ? Bon, on est sur une pure carte de multi. En fait, les cartes de multi, il y en a de 2 types. C'est soit des cartes qui disent pour 7 mana, je fais rien et je gagne la partie dans 3 tours.
Soit c'est des cartes qui disent en fait c'est pas compliqué, je suis et l'enabler et le payoff, c'est-à-dire et je vous récompense pour faire un truc et je fais le truc parce que ce serait trop compliqué de devoir mettre en place des synergies. Après, faire le truc, elle le fait lentement, ça reste, faut l'engager. Ouais, mais t'as juste besoin de l'avoir fait une seule fois. C'est pas une foudre de guerre non plus, c'est une 2-2 pour 3. Juste déjà la jouer. En fait, elle va demander un tour de setup et pour ça, je peux entendre le côté c'est une carte de multi. Il y a un moment où tu vas payer 3 mana pour mettre une 2-2 qui va rien faire. Par contre, une fois qu'il s'est mis en place et une fois que tu commences à faire tes bêtises avec, tu vas très vite faire beaucoup de bêtises. Parce que... Ah oui. Moi, quand je disais que c'était une carte de multi, là, pour le coup, je parlais pas des cartes de multi qui me paraissent trop lentes, un petit peu trop win-more. Non, là, je parlais des cartes de multi qui ont tout. La carte, alors, à part le fait que, comme tu le dis, pour 3 mana, t'espères dégager avec elle, voilà. Mais en vrai, même pas, parce que tu pourrais la jouer pour 3, sacrifier autre chose, en fait, comme tu dis, et là, c'est bon, son effet, il est online. Ouais, avec le mana qui te reste. Il faut qu'il te reste du mana derrière, mais oui, non, enfin, elle va toujours réussir à trouver de la value à faire, et on va réussir à la casser d'une manière ou d'une autre. La carte vous dit que vous pouvez jouer les cartes exilées par cette créature, ça vous permet donc de jouer des terrains depuis le dessus de... Enfin, oui. Virtuellement depuis le dessus de votre deck, c'est plus le dessus de votre deck, du coup c'est votre exil, mais vous avez le droit de le faire. Pour moi la carte elle est très très puissante, je regrette juste que ce soit une carte qui te permette elle-même de sacrifier des choses. J'aurais largement préféré que la carte coûte 2 mana au lieu de 3 et qu'elle te permette pas de sacrifier toute seule des choses. Ouais, ou qu'elle tape un peu plus ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, son effet, tu sacrifies un terrain quand même. Ah non mais je pense que la carte est bien designée. C'est juste que je préfère les cartes qui te disent si tu fais A, je te donne B, et qui n'ont pas sur la même textbox dire je te donne A. Voilà, c'est juste, je trouve ça plus intéressant dans le deck building, ça crée des parties plus tendues, mais c'est un des nouveaux designs de Magic. Aujourd'hui, Wizards of the Coast font beaucoup de designs de ce genre, notamment pour le multijoueur, parce que ça donne envie. C'est d'ailleurs une carte qui est issue des packs Commander. Tout à fait. Mais, par contre, si on regarde concrètement ce que la carte fait, je l'aime beaucoup. C'est assez novateur, ça n'existe pas trop. La condition, si vous avez sacrifié un permanent ce tour-ci, ce qui est rigolo, c'est que ça marche plutôt bien avec vide. Oui. Voilà. Tout à fait. Il y a des trucs à faire avec l'extension, mais indépendamment des mécaniques de l'extension, moi je trouve que c'est une carte qui va à la fois rentrer dans des shell un peu aristocrates. Alors c'est non jeton néanmoins, mais... vous allez pouvoir sacrifier oui, mais souvent tu vas avoir tes créatures un rampeur des tombes, une exécration de sang, on va trouver des solutions. Mais en tout cas, dans des shells, donc Rakdos, rouge-noir, je pense que la carte elle rentre très très bien. Et effectivement, là, elle est soutenue dans un shell avec du vert. Elle rentre très bien aussi dans les shells Grul, Landfall, ce genre de choses. Où avec tous les fetch, on va faire des triggers. Je pense que c'est une carte qui va pouvoir être une pièce de synergie. C'est pas du tout plus qu'une vraie carte de card advantage. Pour moi, c'est une carte de synergie. Et j'espère que c'est une carte qui va trouver des maisons parce qu'en vrai, le design est assez chouette. Et pour le coup, c'est pas un design très très vu. Moi, j'en ai déjà trouvé une de maison, t'inquiète pas. La carte suivante, c'est une carte comme je les aime, c'est-à-dire douce, subtile et fine. Bizarrement, quand je l'ai vue, j'ai tout de suite pensé à toi. C'est fou. C'est fou, hein. Tanuk, second inébranlable. Il est inébranlable. Voilà, comme un roc. Pour 4 mana, dont 2 rouges, une 3-5, créature légendaire, Cavru et pilote. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Le retour des Cavru, cette extension. C'est important. C'est hyper important. En vrai, c'est un type de créature que j'aime beaucoup. J'adore le bloc invasion. Et donc, je m'attendais pas à ce qu'ils mettent des Cavru dans cette extension. Donc, ça m'a fait un peu rire. Et là, effectivement, c'est plutôt des créatures de l'espace. C'est pas du tout les Cavru de Dominaria qui sont juste des animaux. Il a 2 capacités. Donc, c'est une 3-5 qui dit les autres créatures que vous contrôlez ont la célérité. Tanuk, il va vite, il a pas le temps. Alors, non. Les autres créatures à côté de Tanuk vont vite. Oui, lui moins. Oui, pour lui, il a le temps, mais ses copains, ils ont pas le temps. Voilà, donc déjà, ça, c'est une ligne qu'on aime bien voir sur une carte rouge. Mais si c'était juste ça, c'est pas une carte qui m'intéresserait beaucoup. Il y en a plein des cartes qui donnent la célérité à toutes tes bêtes. Non. Ce qu'il dit, c'est les cartes d'artefacts et les cartes de créatures rouges dans votre main ont hyper espace. Et là, vous vous dites, pour leur coût de mana. Pour leur coût de mana, -2. Non. Pour 3 mana, dont un mana rouge. J'ai envie de dire, je connais ça attaque furtive. Oui, ça a l'air. Surtout que quand on disait au début qu'on parlait des capacités, hyperespace, une bonne manière pour casser un peu ce qu'essaie de faire hyperespace, ce serait de donner la célérité à nos créatures. C'est bien fait quand même, hein. Il arrive à le faire. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal.
J'ai toujours énormément aimé les archétypes donc, qui sont basés sur un deck en Legacy qui s'appelle donc Sneak and Show. Donc Sneak pour attaque furtive, Sneak Attack, et Show pour Show and Tell, donc exposé libre. Les deux étant des moyens de jouer gratuitement nos créatures ou pour beaucoup moins cher et de jouer des Emracules, donc des gros Eldrazi, des créatures énormes. Moi, ce que j'adore, c'est quand ces cartes-là, elles donnent des petites contraintes sur ce qu'on peut faire, et j'aime encore plus quand ça rentre dans mon cube artefact, mais ça, c'est un autre problème. Ouais, non, c'est vrai que cette ligne artefact n'est pas voilà. Franchement, dire pour 3 mana, si ça vous ennuie pas, je vais poser un portail de Phyrexia et tu vas sacrifier 3 créatures. Tu vas raser ton board, et à partir de maintenant, c'est moi qui vais avoir tes gros jouets. Voilà, ça a l'air bien. Il y a vraiment plein de choses. Moi, il y a une autre chose que j'aime beaucoup avec attaque furtive, ce qui est très fort, c'est souvent dans des shells pour le coup, soit plus artefact, soit un peu plus réanimator, c'est le fait que la créature, tu vas la sacrifier, donc après elle va aller au cimetière, et donc après tu vas pouvoir la réutiliser, la ranimer avec tes cartes noires, enfin voilà, tu vas pouvoir en faire d'autres choses. Avec Hyperespace, c'est pas pareil, tu vas l'envoyer en exil, donc tu pourras la rejouer, mais si ta créature ou ta carte elle coûtait 9 mana, 10 mana, bah tu la reverras pas. T'en es loin, voilà, tu la reverras pas a priori dans ce genre de deck. Ces decks-là ont rarement beaucoup de mana. Par contre, moi ce que j'adore avec cette capacité, c'est le fait que du coup, et c'est la grosse différence avec des cartes comme attaque furtive, Tanic est très fort, même avec des créatures qui coûtent 5 mana. En fait, vous allez d'abord pour 3 mana la jouer, vous allez attaquer, vous allez faire votre effet d'arrivée en jeu ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on disait l'autre fois, ça permet de faire plusieurs fois les effets d'arrivée en jeu. Et ensuite, vous allez rejouer votre créature. Et surtout que tu perds pas le côté de ok, je la joue pour son coup de warp, mais du coup elle fait rien ce tour-ci, c'est juste pour son effet d'arrivée en jeu. Non, là t'as son effet d'arrivée en jeu. Et t'as la célérité. T'as Tanic qui te donne la célérité. Et puis quand tu vas la rejouer le tour suivant pour 5, elle aura de nouveau la célérité. Bah ouais. Donc en fait tu n'auras pas perdu un tour à la warp, tu auras juste joué 2 fois ta créature pour avoir 2 fois son effet. Exactement. Par exemple, moi je vois bien Defiler du chaos, moi, avec ça. Non, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord. Bon, c'est en plein interdit, je pense. D'accord, très bien. Ou une furie du coup, sinon. Voilà. Non mais je ne parlerai pas sur Fury. Voilà. Donc plus sérieusement, il y a beaucoup d'interactions très puissantes à faire avec Tanic. Vous allez jouer des créatures soit énormes, et là dans ce cas-là c'est vraiment une attaque furtive. Pour 3 mana vous allez attaquer avec une créature que vous n'auriez pas pu lancer normalement. Soit à l'inverse vous allez mettre des créatures plus petites, même des créatures qui coûtent que 3 mana. Et derrière vous pourrez les rejouer une deuxième fois. Vous allez bénéficier 2 fois de leurs effets d'arrivée en jeu. S'ils ont un trigger d'attaque, vous allez pouvoir quand même les faire ce tour-ci. Ou si juste vous voulez rentrer des pions, des points de dégâts, en fait vous pouvez le faire. Pour moi cette carte elle est trop cool. Et vraiment la cerise sur le gâteau, c'est une 3-5 pour 4. C'est hyper solide. Ouais, ça c'est un gros siège dans le vaisseau. Voilà, Tanic il est bien assis confortablement. Hein. C'est le second inébranlable, mais il ressemble quand même bien à un capitaine. Hein. En tout cas, il est inébranlable avec ses 5 d'endurance. Hein. Ouais. Voilà, et encore une fois, une créature ou un artefact qui a été hyperspace peut être sacrifié. On peut quand même le mettre au cimetière via d'autres manières. C'est vrai ça. Mais voilà, c'est pas inéluctable non plus le fait qu'il aille en exil. En tout cas, pour moi, c'est une carte qui va pouvoir amener de la redondance sur des effets qui sont pas si fréquents que ça dans Magic. Et pour moi, c'est une itération qui est meilleure que le deuxième Purphoros. Donc, le premier, c'était quand une créature arrive en jeu, vous faites 2 blessures à chaque adversaire. Le deuxième, il coûtait 1 mana de plus, il coûtait 5. Et il disait à peu près la même chose. Il disait les créatures artefacts et les cartes de créatures rouges, vous pouvez en fait les mettre en jeu pour 3 mana et vous les sacrifier à la fin du tour. Et effectivement, il donnait la célérité à toutes vos créatures de la même manière. Mais le truc, c'est qu'il coûtait 1 mana de plus à jouer et il ne permettait de mettre en jeu sur le champ de bataille que les cartes de créatures artefacts. Mais il ne permettait pas de mettre les artefacts. Ensuite, il était moins fort avec les petites cartes parce qu'effectivement, comme je l'ai expliqué, Hyperespace c'est très bien pour jouer plusieurs fois des créatures avec un effet d'arrivée en jeu, ce qui n'est pas le cas des effets attaque furtifs comme Purphoros. Donc pour moi, c'est juste une version fixe de cette carte-là, qui était une carte que j'aimais déjà beaucoup. Moi, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Moxite fusionné. Le Moxite fusionné. Un artefact pour un incolore 1 rouge. Quand cet artefact arrive, vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, piocher 2 cartes. Pour 3, vous pouvez aussi sacrifier cet artefact et créer un jeton de 2 incolore robot engagé. Mais c'est Trait de Sahélie en mieux, ça ? Ça y ressemble, en tout cas. Trait de Sahélie, c'est un artefact qui était sorti en Caverne perdue d'Ixalan. Le principe de cet artefact, c'est que c'est un artefact recto verso qui avait le craft, façonné. Et si vous le façonniez avec un dinosaure, vous pouviez, une fois que vous l'aviez joué, que vous aviez donc défaussé une carte, pioché 2 cartes, vous pouviez le transformer en un dinosaure. Donc vous aviez comme ça une deuxième utilité pour cette carte. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cubes avec des dinosaures, Antonin. Non, il y en a. J'en connais au moins un. Bref. Mais c'est vrai que ce genre d'effet, pour 2 mana, défausser une carte, piocher 2,
on connaît. Rouge, maintenant, ça fait un moment qu'on voit ce genre de carte dans ces couleurs. C'est un artefact, donc c'est rituel. On en a qui existent en éphémère maintenant. Mais le deuxième côté, déjà le fait que ce soit un artefact qui va rester, qui va pouvoir se blink pour refaire l'effet, qui va pouvoir être sacrifié pour faire des effets aussi avec des synergies artefacts. Donc comme celui dont tu parlais à l'instant. Celui-ci, juste pour 3, on va le sacrifier, remettre un 2-2 et commencer aussi à appliquer un peu de pression. Donc bonne commune. En fait, moi ce que j'aime beaucoup avec cette carte, au-delà du fait qu'elle soit strictement meilleure avec des guillemets, c'est que on m'a fait la remarque 2-3 fois que les cartes recto verso, c'était pas toujours très agréable. Ouais, on se dit, tiens, s'il y a cette carte dans le cube, c'est qu'il doit y avoir quelque chose, elle doit faire quelque chose. On lit de l'autre côté, on se dit, mais en fait, comment je fais ça non, en fait, c'est juste pour faire joli. Ce qui compte, c'est juste la première partie. Et avoir une partie sur la carte qui sert à rien, ça va venir déconcentrer, sortir du cube, et voilà. C'est ça, c'est complètement une information parasite. Et quand j'ai mis Trade de Saeli dans mon propre cube, c'était pas parce que je voulais le verso, c'est juste parce que pour la première fois de toute l'histoire de Magic, il y a un artefact qui faisait cet effet. Là, on a Moxide fusionné qui fait la même chose. Elle n'a pas de verso bizarre. Elle a une vraie capacité qui permet de réutiliser l'artefact plus tard, si vous ne le réutilisez pas vous-même avec vos autres effets, évidemment. Pour moi, cette carte, elle est juste incroyable. Je suis trop content. Et elle met une créature artefact. Et elle met une créature artefact. Mais que demande le peuple ? Pour moi, c'est juste une nette amélioration, pas parce que la carte est plus puissante, mais parce que c'est un design qui est plus propre. Et merci Wizards pour ça. Bon, jusque-là, on parlait soit de cartes qu'on aimait bien, soit de cartes qui étaient vraiment design un petit peu propre. Mais on n'avait pas parlé de cartes qui pouvaient casser le jeu. On va parler de manufacture d'armes. Pour cette carte, on n'est pas les premiers à en avoir entendu parler, clairement. Et on n'est pas les premiers à en parler non plus. C'est un enchantement pour 2 mana dans un rouge. À chaque fois qu'un artefact non jeton que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille, créez un jeton d'artefact incolore appelé munition avec, quand ce jeton quitte le champ de bataille, il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait peu de manières de sacrifier en masse des artefacts sans payer du mana pour le faire. Donc au moins ça va coûter du mana. Bah ouais, parce que si seulement on avait un moteur de sacrifice pour 2 mana qui serait une 3-2. Qui serait une 3-2, ouais. Cet enchantement est une powerhouse. C'est vraiment une carte extrêmement puissante. Alors, c'est une qui demande un gros builder. Voilà, c'est une pure carte synergique. Elle fera rien toute seule. Littéralement rien. Si elle est toute seule, c'est un bout de carton vide. Il n'a pas de texte. Par contre, quand il commence à se déclencher, il en a du texte. 2 blessures à n'importe quelle cible. Vous allez créer des game objects. Vous allez créer des objets de jeu, des cartes en fait. Vous allez créer des jetons. Ces jetons sont des artefacts. Voilà. Cette carte est très dangereuse. Elle va demander vraiment un enchaînement très spécifique de cartes. Tous les environnements ne pourront pas la loger. Ça, pour le coup, je pense que si vous avez les cartes qui synergisent avec, quel que soit le power level de votre cube, la carte va être très très forte. Donc ça, pour moi, c'est faites attention. Si vous avez un cube un petit peu low power, moi, cette carte, je ne vous la recommande pas. Si vous avez un archétype un peu boui-boui artefact, vous dites « Oh, manufacture d'armes, ça va être trop rigolo. » Pas longtemps. Voilà, vous allez briser les rêves de vos amis. Vraiment, vous allez soit tuer votre adversaire extrêmement vite, soit vous allez juste lui détruire tout son board. Moi, je pense que cette carte, c'est pas une manufacture d'armes, c'est une manufacture de minigun. Je pense vraiment que ça tape très très vite. Ça peut vite mitrailler, on est d'accord. J'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui la questionnaient même sur du construit, cette carte-là. Donc, je sais pas ce qu'il en est en duel Commander. Elle a une bonne tête, tu peux les stack aussi. Voilà. Commander, c'est dur, je pense. À cause de la densité des effets, de la redondance. Et puis Artefact, ça n'a pas le vent en poupe à l'heure actuelle. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu le soutien. C'est une bonne carte pour le soutenir, mais ça suffit pas forcément. Il va falloir trouver le reste du shell. Ça pourrait s'entendre. La carte est suffisamment puissante si elle fonctionne. Il faut juste trouver comment la faire fonctionner. Okay. En tout cas, c'est une carte assez unique. Ça, on peut pas lui enlever. Ça n'existe pas trop. C'est exactement le genre de cartes qui peuvent créer des sortes de nouveaux archétypes aristocrates qui sont basés sur les artefacts et pas sur les créatures. Mais il faudrait quelques autres effets du genre. Après, ça existe. Le truc, c'est que la plupart de ces effets-là, ils ont plutôt un power level de bon unco. Lui, il a un power level de mythique en fait. C'est vraiment pas comparable. C'est tout pour la couleur rouge. Maintenant, on arrive à la couleur des gentils. On passe au vert. Alors,
par laquelle tu veux qu'on commence? On en a que 5, mais elles sont toutes cool. Oui, je suis assez d'accord. Même si celle-ci paye pas de mine, on va parler du pollinisateur génomique. À tes souhaits. Voilà, tout à fait. Donc c'est une 1-2 pour un vert. Créature artefact, robot et insecte, qui peut s'engager et engager un permanent dégagé que vous contrôlez pour ajouter un mana de la couleur de votre choix. Bon. C'est un effet qui existe. Oui. C'est pas tout à fait nouveau. La spécificité ici, c'est vraiment le permanent dégagé. C'est vraiment là qu'on va essayer de trouver les bêtises à faire. Il y a certains artefacts dans l'ancien temps qui fonctionnaient que s'ils étaient dégagés. C'était même le cas de quasiment tous les artefacts. Quasiment tous les artefacts. artefacts. Une condition, ils fonctionnaient comme ça. C'est ça, les artefacts par défaut ne fonctionnaient que s'ils étaient dégagés. La plupart, on a oublié cette règle. Il y en a certains qui ont gardé cette règle et dans les versions rééditées plus tard, il est bien précisé que l'effet ne fonctionne que s'ils sont dégagés. Tu penses évidemment à mine rugissante Tout pour à pouvoir fait, piocher mine plus rugissante de cartes. qui permet de faire piocher chaque joueur. Non, on parle plutôt de ce qu'on va appeler les orbes, donc Static Orb et Winter Orb en tête. Bah, qui Voilà. jouerait ces horreurs? Qui jouerait ces cartes de méchants? De gros Donc, vilains. Pas très adapté avec le vert normalement. Mais ici, on a quand même la capacité, donc Winter Orb, pour rappel, qui dit les joueurs ne dégagent qu'un seul terrain par tour. Et ça, c'est vraiment pas gentil. Et ça, c'est vraiment pas gentil, mais ça fonctionne que si elle est dégagée. Du coup, par exemple, on va partir d'une hypothèse. On joue Winter Orb ce tour-ci. Du coup, notre adversaire ne peut dégager qu'un seul terrain. Il peut pas vraiment jouer tout ce qu'il voudrait ce tour-ci. Il est ralenti. Il est un peu Marie, on peut voilà, dire. à mon avis, il est triste. Il y a sans doute une larme qui coule le long de sa joue. Et à la fin de son tour, on va utiliser notre pollinisateur génomique pour engager Winter Orb et faire un mana. Parce qui qu'on va nous on a servir vraiment besoin de ce mana. à rien du tout. Quoi? La seule différence, c'est qu'à notre étape de dégagement, Winter Orb sera engagé et on va tout dégager. Donc ça, c'est évidemment un effet qui est connu, qui est déjà usé et abusé un peu partout. D'habitude, on le fait plutôt avec Urza. Voilà, c'est un effet qui a plutôt triché avec du bleu. Voilà. On a aussi un artefact bleu qui permet de faire du mana, qui est souvent utilisé avec. Et ici, on a une créature qui le fait en vert. Il y en avait déjà une autre qui existait, qui le faisait, mais qui dégageait qu'un artefact. Celle-ci, c'est un permanent. Donc vous pouvez engager vos enchantements. Chose qu'on ne voit pas souvent. Et en général, va avoir 0 impact. Mais on a quand même une créature qui juste s'engage, engager random item sur votre champ de bataille et faire un mana. En plus, c'est une créature artefact. Donc là, je le dis pas juste pour moi, mon amour des artefacts. Ça va à la fois lui donner des faiblesses et à la fois lui donner des synergies. Donc nous, en tant que cube designer, pour nous, c'est juste du bonus de dire ah, c'est intéressant parce que peut-être que du coup, elle va pouvoir rentrer dans tel ou tel truc. Si jamais vous avez du délirium, c'est une créature artefact. Enfin voilà, il y a des choses. Des cartes qui veulent voir plusieurs, enfin qui comptent le nombre de types de cartes que vous défaussez, ce genre de choses. Non mais personne ne dit ça. Ça va finir par devenir répétitif. Mais personne fait ça. Personne. Winter, ça n'existe pas non plus. Effectivement, c'est des cartes de méchants dont on parle, mais c'est des synergies que vous allez pouvoir trouver. Et cette carte, elle a cette petite polyvalence de à la fois, ça va être une carte qui va pouvoir vous produire du mana pour vous aider à vous développer. Ça nous rappelle effectivement une des premières cartes qui a fait ça, qui est Tambourceau de feuilles. C'est ça. Là, c'est une créature, donc c'est un petit peu moins bien. Ça peut pas s'engager tout de suite, mais ça fait des trucs. Oui, sur le principe, on préférera souvent un Oiseau de Paradis de toute manière, qui ne demande à pas avoir d'autres permanents engagés. La capacité potentielle à engager un terrain pour faire un mana, ça peut fixer quand même. Ouais, il y a des terrains qui font pas de mana. Il y a des terrains qui font pas de mana où juste on a une forêt et on a décidé de jouer 5 couleurs avec 5 forêts de base dans notre deck. On n'arrive pas à trouver notre bleu et du coup on peut le générer en engageant notre forêt. Donc c'est évidemment moins bon qu'un Oiseau de Paradis, mais il y a des moyens de tricher et de faire des bêtises avec, donc il peut s'envisager quand même assez facilement, je pense. Ouais. Si jamais vous jouez avec plein de forêts de base dans votre deck, moi j'ai une carte à vous proposer, mais beaucoup moins subtile. Vous n'allez pas vous embarrasser de jouer des orbes. C'est vrai que mon introduction de couleur de gentil, elle est pas folle là. Ouais, elle est pas terrible. Pour l'instant, on a dit une carte qui permet de faire des orbes de l'hiver lock sur votre adversaire. Et là, littéralement, le nom de la carte, c'est Ballotte hystérique. Et pas Ballotte gentil, tu vois. Il est là pour faire des bisous. Il coûte 2 mana vert du coup. C'est une 3-2. 3-2 pour 2. Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire que c'est au-dessus de la moyenne. On commence à arriver au point où c'est la moyenne maintenant. En vert, je pense que c'est la moyenne, objectivement. Surtout pour double coloré vert. On n'est pas sur une carte qui a des stats au-dessus de la moyenne, donc
je pense qu'on peut dire que c'est une mauvaise carte et on peut passer à la carte suivante. Je crois que tu as oublié des lignes. Ah, bon alors, la première, c'est ce sort ne peut pas être contrecarré. C'est pas mal. Parce que le bleu, c'est une couleur de méchant. Oui. En plus, il dit que les sorts de créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés. Parce que le bleu, c'est une couleur de méchant. Bon, bah c'est pas mal, c'est une 3-2 incontrable, tes autres cartes sont incontrables, bon, c'est pas mal. Peut-être que ce C'est sera une bonne base déjà. Quoi Comment ça Il y a d'autres lignes. Continue. Alors, je mets les lunettes. Les blessures de combat ne peuvent pas être prévenues. Parce que le blanc, c'est aussi une couleur de méchant. Non, c'est fort. Continue. Il a le piétinement et la célérité. Est-ce que j'ai oublié des lignes? Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Bon. Ça commence à être pas mal. Est-ce qu'on recommence parce qu'il y en avait beaucoup quoi. Moi, je pense qu'on a oublié le début. Je propose qu'on rajoute 2 manas génériques et qu'on l'appelle bête de quête. Voilà, c'est ça. Cette carte, elle est complètement folle. Alors, elle est pas folle d'une manière où nous, on s'excite dessus à se dire on a trop envie de jouer la carte partout. Ouais, je pense qu'elle va moins casser les choses qu'a pu le faire bête de quête, par exemple. Alors que moi, à l'inverse, je pense que la carte, elle est plus oppressive parce qu'elle rend toutes tes créatures incontrables. Ah bah non, mais c'est fort. Hein. J'ai pas dit le contraire. En fait, ça met pas la même cloque et ça te donne pas ce sentiment qu'avait bête de quête qui est bête de quête est en jeu, je ne peux ni attaquer ni bloquer et donc maintenant la phase de combat n'existe plus. Ça, c'était le problème de bête de quête. Oui. Bête de quête, pour ceux qui ne le savent pas, allez, je vais essayer de réciter. Oula. Allez, attends, je la ressors et je vois si tu te souviens. Ok, ça marche. Parce que toutes les autres cartes qu'on a citées jusqu'à présent, on se dit, ça va, tu vois. On peut vous les citer de tête, vous dire ce qu'elles font. Là, je m'attaque à un running gag de Magic. Un morceau quand même. Ouais. Le premier avant Gaven. Je me tiens prêt. Donc, pour moi, c'est une créature légendaire bête. Voilà. Jusque-là, c'est pas dur. Et c'est une 4-4 pour 4 mana, 2 génériques et 2 mana verts. Elle a la célérité, elle a la vigilance, elle a le contact mortel. Et il me semble, j'ai le doute, est-ce qu'elle a le piétinement? J'ai le doute. Je crois pas qu'elle ait le piétinement. Non, elle a pas le vigilance. Non, elle a que 3 mots-clés, entre guillemets. C'est pas grand-chose. À chaque fois, comme il y a 4, je me demande si elle a pas 4 mots-clés, mais non, elle a que 3 mots-clés. Ensuite, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit que les blessures de combat... Ouais, que les blessures de combat. Les blessures de combat ne peuvent pas être prévenues. Alors, les blessures de combat... devraient être infligées par des créatures que vous contrôlez. Oui, c'est ça. Parce que celles de tes adversaires, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas prévenues. C'est les blessures de combat ne peuvent pas être prévenues, mais que pour vous, en fait. Elle dit que les créatures avec une force de 2 ou moins que vos adversaires contrôlent ne peuvent pas bloquer. Et elle dit aussi que si elle inflige les blessures de combat à un Planeswalker, elle en inflige autant au contrôleur de Planeswalker. C'est l'inverse. Si elle inflige des blessures à un adversaire, elle inflige autant à un Planeswalker ciblé que ce joueur contrôle. Voilà. Et j'ai rien oublié? Non, on a fait le tour, c'est pas mal déjà. Ok, j'ai fait un bon score, pas un sans faute, mais un bon score. Donc bête de quête, qui était une créature qui s'est sortie en Eldraine et qui clairement était une carte complètement dégénérée. Bah là, on a la version miniature. Alors, elle a pas exactement les mêmes lignes, mais ça nous fait quand même vachement penser, notamment la partie célérité, les blessures peuvent pas être prévenues. La grosse bête qui tape bien, qui pour une raison qu'on ignore a la célérité, voilà, c'est... Bah parce que sinon, c'est pas assez fort quoi. C'est sans doute. Moi, ce ballot hystérique, je ne vous recommande pas de le jouer, mais la raison pour laquelle... Enfin, pourquoi je vous le recommande pas? Parce que je la trouve pas très intéressante. Moi, je vous recommande de le jouer. Je vous recommande pas de le mettre dans un cube. Mais... Voilà. Et en fait, surtout dans un cube où il y a des contres. C'est ça en fait ce que je voulais exprimer et tu l'as bien compris, c'est que on n'est pas en train de vous dire la carte elle est pas forte. On est juste en train de vous dire nous on trouve pas la carte très intéressante. Alors si vous jouez dans un cube vraiment power maxed, genre un cube vintage, mettez-la. Je pense qu'il y a quasiment aucun tour 2 en vert qui est aussi fort. En tout cas, pas dans une logique agressive. Orofalos, mais à part oui, c'est ça. En fait, dans une logique agressive, je pense qu'il n'y en a pas de meilleur. Ouais, sinon, ça va être des cartes de rampe, des Lotus Cobra, des Rophelos, mais c'est tout. Là, on est vraiment sur une carte débile. J'ai pas d'autres mots. La carte est débilement forte. Maintenant, c'est une carte qui est fondamentalement non interactive. Elle empêche les blessures d'être prévenues, elle empêche les sorts d'être contrecarrés. C'est pas seulement le problème de elle est incontrable, c'est elle rend vos autres créatures incontrables. Je pense que c'est vraiment la ligne qui fait que c'est fort, parce que c'est la ligne qui compte. Et le fait que cette ligne est vraiment forte, c'est le fait qu'elle-même l'est aussi. Parce qu'on a d'autres cartes qui disent vos cartes peuvent plus être contrecarrées, mais elles sont parfois contrables. Bon. On en a d'autres aussi qui coûtent plus cher, on en a à 3, on en a à 1, mais c'est sur une 1-1, enfin voilà. Et c'est que les cartes vertes. Donc là, on est quand même sur une vraie bonne carte. Pour du construit en tout cas, là où moi je mets un bémol quand même, c'est ça reste une créature à dos de cul. Souvent elle va pas tenir 3 tours. Du coup, souvent tu vas avoir un truc que tu vas vouloir rendre incontrable. Donc tu vas essayer de jouer les deux dans le même tour. Tu essayes de jouer ça, puis le truc que tu veux qu'il soit incontrable, on tue ça et on contre la carte. Enfin, il y a quand même des manières de jouer autour en construit.
Je pense que si dans votre cube, vous avez mis des contres, mettre une carte qui dit les cartes que tu as draftées, elles font plus rien, c'est pas ce qu'on a envie de voir, je pense, dans un design de cube. En fait, vous allez vraiment punir vos joueurs pour avoir essayé de jouer à votre jeu. Déjà, une carte incontrable toute seule, ça peut être tolérable, mais il faut vraiment le réfléchir. Là, le fait de dire plus rien peut être contré, toutes les créatures ne peuvent plus être contrées, c'est vraiment très oppressant. Mais par contre, dans une logique de Power Max, factuellement c'est très fort. Donc ça a sa place dans ces cubes-là, mais pas ailleurs, je trouve. Bon, celle-ci, c'est un peu ton chouchou à toi, quoi. Ouais, c'est clairement la carte qui me vend le plus de rêves de l'édition. C'est la carte, je l'ai vue, j'ai dit je la veux. On parle de l'explorateur laboureur de glace. Donc on est sur une 2/4 pour 2 incolores et 2 verts. C'est moins bien que bête de quête. Oui, insecte éclaireur. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Et ça, c'est une ligne qu'on aime. C'est la ligne de Oracle de Muldaya. C'est la moitié de la ligne d'Azusa. C'est aussi 2/4 qui permet de jouer un terrain supplémentaire. Ça fait forcément penser à Dryade du Bosquet Élysien. Mais là, c'est pour un mana de plus. 2/4 qui permet de faire un land drop supplémentaire. Bon, là, ça coûte un mana de plus. Donc, il y a forcément un autre effet. Il y a forcément un autre effet. Et pas des moindres, vous pouvez jouer les terrains depuis votre cimetière. Donc, il y a aussi un effet qu'on aime bien voir, historiquement sur Creuser des mondes. Sur une créature, on va plutôt penser à Excavateur de Ramunap. D'ailleurs, on est d'accord que, à part sur des créatures qui commencent à coûter 5, 6 mana, etc., Excavatrice de Ramunap, c'était la seule créature qui permettait d'avoir cet effet. Oui, c'est ça. On en avait une à 5 qui pouvait s'échapper, ou pas s'échapper, mais se unearth. Mais sinon, on avait la bonne carte qui était Excavatrice de Ramunap. Maintenant, on a l'explorateur laboureur de glace. Mais il y a encore une dernière petite ligne qui dit à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, meulez une carte. Bon, tu te souviens quand j'ai dit ces cartes qui m'évoquent des cartes de commandeur où il y a tout dessus? Ouais. Bon, celle-ci, je lui pardonne parce que je l'aime bien, mais c'est un peu ça. Ouais, ça y ressemble un peu parce que, bon, normalement, ce qu'on voudrait, c'est avoir un fetch et puis rejouer le fetch du cimetière et puis le craquer et puis refaire et puis refaire. Le problème, c'est que des fois, surtout dans un cube, on va peut-être pas avoir 50 cibles non plus à aller chercher. Et au bout d'un moment, on n'a plus de terrain dans le deck. Et au bout d'un moment, on n'a plus de terrain à aller chercher avec notre fetch. L'avantage, c'est que vu qu'on a fait du touche-terre et qu'on a mêlé des cartes, on a sans doute mêlé un autre terrain qui va nous permettre de continuer de faire des bêtises. C'est rigolo parce qu'il y a une autre carte dont on va parler pas très loin après qui va elle aussi essayer de répondre à la problématique dont je vais parler. Un des plus gros problèmes qu'on a avec les effets de type exploration, donc ces effets qui nous permettent de jouer plusieurs terrains en un même tour, c'est quand tu n'as plus de terrain en main. Et quand tu n'as plus de terrain à ta disposition, ces effets sont horribles parce que souvent, c'est des cartes qui font rien d'autre. Du coup, tu te retrouves à avoir une carte qui a plus de texte, qui est en général pas très bien. C'est pour ça que Oracle du Muldaya était souvent considéré au-dessus de certaines qui faisaient cet effet à 3, parce qu'elle permettait aussi de jouer les cartes du dessus de sa bibliothèque. Même si on a aussi le souci de j'ai pas de terrain à main, j'ai pas de terrain sur le dessus, point final. Là, a priori, on a quand même moyen de continuer de faire des bêtises, parce que juste déjà avec un fetch, en tout cas dans un construit où on va avoir 15 cartes à aller chercher avec nos fetch, on va toujours trouver un terrain dans notre cimetière. Je pense que la carte, elle aurait été très très forte, même si elle avait que les 2 premières lignes. Je pense. Et qu'elle n'avait pas l'effet de touche-terre. Je pense que la carte aurait été plus élégante. Je pense que je l'aurais préférée. Bon, maintenant, factuellement, elle a cette ligne touche-terre. Ça la rend encore plus forte. Voilà, ça la rend encore plus forte. C'est pas non plus l'effet principal, parce que, encore une fois, t'as pas envie de dire je vais jouer un terrain de ma main en espérant meuler un terrain pour pouvoir le jouer du cimetière. Oui, des fois, ça va le faire. Et ça va faire juste un effet oracle au final, parce que tu auras mis la carte du dessus de ta bibliothèque. Et voilà. Mais c'est un effet qui existe. C'est un effet qu'il faut faire attention aussi, parce que ce genre de deck, a priori, dans du cube, va vouloir jouer plein de terrain. Si on essaie de se mêler, il y a peut-être un monde où on veut aussi jouer avec notre cimetière déjà de toute manière. Non. Par contre, ça creuse vite un deck de 40 cartes. À surveiller. Parce qu'à chaque fetch, vous enlevez 4 cartes de votre deck. En fait, il y a une chose qui est importante, c'est que souvent, ce genre de carte, il y a écrit, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous pouvdes mêler une carte. Et là, il n'y a pas écrit vous pouvez. Il n'y a pas écrit vous pouvez, c'est juste mêler une carte. On a déjà vu des situations sur la table sur laquelle on est en train de discuter là. De mon cube, oui, tout à fait. Ou du coup, oui, je peux jouer des terrains et faire du mana, j'en ai besoin. Par contre, j'ai plus que 4 cartes dans mon deck, j'ai plus que 2 land drop parce qu'il faut que je puisse piocher au prochain tour. Enfin voilà, c'est quand même à surveiller aussi. Là, c'est pas une option de mêler.
Effectivement, dans un format comme par exemple le Duel Commander ou tout, ou ce genre de format, c'est pas du tout la question se posera une pas, condition de défaite. Mais par contre, en 40 cartes, ça l'est. La carte reste quand même oui. extrêmement puissante. Elle a aussi, quand on essaye d'ajouter ce genre d'effet dans nos decks, elle a aussi ce côté de... on veut rajouter des cartes qui, comme tu disais, qui permettent de jouer des terrains en plus. On veut rajouter des effets qui disent de jouer nos terrains du cimetière. Celle-ci, elle fait les deux. Elle a aussi, moi en tout cas, dans le cube que j'ai, dont on a déjà discuté rapidement, qui joue principalement sur les landes, l'avantage est à 4 mana et pas à 3 mana comme toutes les autres cartes qui font une partie de ces effets. Oui. Ça permet aussi de libérer un peu des coups qui sont un peu surchargés, comme toi tout à l'heure dans ton cube artefact, tu parlais des CCM4 qui étaient un peu chargés. Ici, moi j'avais des CCM3 où en vert c'est horrible. Beaucoup trop en vert, même en blanc, enfin toutes les couleurs étaient un peu trop chargées à 3 mana. Donc j'ai pu faire un peu de place aussi pour ajouter du 4 mana. De toute façon, de manière générale, le simple fait qu'elle cumule 2 rôles qui d'habitude étaient réservés à des cartes différentes, c'est incroyable. Là on a le bonus c'est aussi une carte qui va juste se nourrir un petit peu elle-même. Bon, et remplir le cimetière. Enfin, des fois on veut même pas juste lander, on veut juste remplir le cimetière, ça fonctionne aussi. C'est ça. Donc elle rentre vraiment une très bonne carte. Elle va de plans. Ouais, elle va compresser beaucoup de rôles et je ne serais pas surpris qu'elle commence à soit remplacer d'autres cartes, soit vraiment se rajouter dans beaucoup plus de cubes que ce qu'on pense. Pas forcément des cubes qui ont des synergies très fortes autour des terrains, parce que comme tu l'as dit, en fait juste c'est une bonne carte pour continuer à assurer des land drops, remplir le cimetière. Ça, elle rentre dans beaucoup de plans que pourrait avoir. On va parler d'une autre carte qui permet de jouer plusieurs terrains par tour. C'est le vaisseau couvé d'exploration. Encore une que j'aime, celle-ci. De toute façon, là, c'est ta couleur. Hein. Pour un petit mana vert, c'est un artefact vaisseau spatial et donc il a station. Une petite station pour un vert, c'est fort parce qu'on peut la jouer tout de suite. Et donc, on a plein d'occasions de l'activer. Dès le tour 2, si on joue une créature, paf, on peut l'engager, commencer à nourrir un petit peu la machine. Qu'est-ce qu'il fait ? On vous la tease, vous vous en doutez. 3+, donc à partir de 3 marqueurs charge, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Ok. Donc exploration jusqu'à là. C'est pas mal. C'est relativement facile en vrai de pouvoir l'activer dès le tour 2. Il y a pas mal de créatures de mana. Avec un palote. Avec un 3-2 pour 2. C'est vrai, par exemple. Il y a plein de cartes qui le font. Dans ton cube, par exemple, tu peux très bien avoir joué au tour 1 un Lynx des Steppes. Ensuite, tu vas jouer un vaisseau couvé, tu vas jouer un Fetchland, paf paf, ton Lynx des Steppes il augmente. Si tu as envie, tu peux mettre 4, mais tu peux aussi juste activer le vaisseau couvé et ensuite relander. Rapidement, il s'active. Et là, vous avez globalement joué une exploration. Mais là, vous me dites, on peut peut-être juste jouer une exploration. Jusqu'à maintenant, c'est exploration en moins bien. Ce qui pourrait, et d'ailleurs c'était le cas dans ton cube, juste être une bonne raison pour jouer la carte, parce qu'exploration, c'est un peu pété. Hein. Exploration, c'est pas pété en soi. Le problème, c'est exploration tour 1. Si exploration avait écrit vous pouvez pas la jouer au tour 1 ou au tour 2, ce serait vachement plus fair. Le problème d'exploration, c'est que c'est une carte tellement élastique. C'est une carte qui joue au tour 1. Alors pas toujours, parce que parfois on n'a pas beaucoup de terrain, mais c'est souvent une carte qui va casser la partie, parce que l'avantage de tempo qu'on va gagner, il va être tellement difficile à rattraper pour l'adversaire. Tour 1 sur le play, ton adversaire il a posé un terrain, toi t'en as 4 au tour 2. C'est ça. Et tu peux jouer bête de quête. Voilà. On s'amuse. Donc c'est un effet qui est très élastique parce que certes vous pouvez faire ça, mais vous pouvez aussi l'avoir en fin de partie, vous n'avez plus de terrain dans la main, c'est une carte morte, voilà, c'est une pochette vide. Et du coup c'est ce qui fait que ce genre de carte, c'est un peu polarisant et c'est pas toujours très intéressant. Et c'est pour ça qu'on veut rajouter des effets qui permettent de jouer les terrains du cimetière. Mais cette carte, elle propose autre chose. Comme un bon vaisseau spatial qu'elle est. Pour l'instant elle n'est toujours pas créature, mais si elle monte à 8 marqueurs charge... Ce qui est peu par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Exactement, et là elle va devenir une créature. Et elle va gagner un nouvel effet. Son nouvel effet, c'est une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un sort de permanent depuis votre cimetière en sacrifiant un terrain en plus de payer ses autres coûts. Alors, outre le fait que moi c'est vraiment une carte que j'aime énormément parce que pareil, elle va compresser plein de rôles, etc. Donc c'est une meilleure carte à top deck en fin de partie. C'est aussi une exploration artefact au lieu d'enchantement. Oui. Qui, encore une fois, ça peut compter en fonction des cubes. Moi, pour mon cube spécifiquement, pour moi, c'est juste absolument banger. Mais oui, en fait, ça n'active pas les mêmes synergies, c'est pas les mêmes contraintes, ça prend pas les mêmes removal. Donc déjà ça a une certaine unicité. Mais là, ça dit, en late game, je suis pas un top deck mort parce que si j'ai de quoi charger ma station, et maintenant, je vais avoir un outil de récursion. Alors, oui, ça dit, faut sacrifier un terrain. Bon, peut-être que vous avez en jeu un explorateur laboureur de glace et auquel cas vous n'avez pas à vous soucier de ce problème.
Ou peut-être que vous l'avez au cimetière et du coup vous sacrifiez un terrain pour le jouer et vous rejouez le terrain sacrifié. Globalement, ça va vous donner beaucoup de souplesse. Cette carte, elle me fait penser à la carte Conduit des Mondes. Conduit des Mondes, c'est un artefact pour 4 mana qui permet, donc lui il permet pas pour le coup de jouer des terrains supplémentaires, il permet de rejouer des terrains du cimetière et qui permet, en s'engageant, de faire en sorte qu'on puisse jouer une carte de notre cimetière, un sort de notre cimetière. Par contre, si on le fait, on peut pas jouer d'autres sorts. Et si on a joué d'autres sorts, évidemment, on peut pas le faire du coup. En fait, il n'y a pas cette clause ici, c'est-à-dire que ça c'est en plus. Donc j'aime beaucoup plus la flexibilité, je trouve une vraie bonne carte récursive. Tout ça pour un seul petit mana, même si on a engagé des bêtes pour pouvoir le charger. Et c'est une 4/4 vol. Et c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu sais que quand on l'a drafté la dernière fois ensemble, j'avais complètement oublié que j'avais une 4/4 vol sur le terrain. Ah oui, c'est dommage. Ça aide. Et vu que je l'ai gardé 3 ou 4 tours, je pense que le petit Ben, il aurait bien perdu ses 16 points de vie, qu'il aurait perdu cette partie de Magic. J'étais tellement focalisé sur le fait de vouloir essayer de toucher mes land drops et d'essayer d'activer cette capacité pour nourrir un petit peu la machine. En fait, j'ai complètement oublié que j'avais une 4/4 vol qui pouvait juste le bourrer dans les airs. C'est vraiment une bonne cloque 4/4 vol, on se rend pas compte, mais c'est une grosse bestiole. Ça coûtait qu'un mana. Et en plus, si vous réfléchissez, si vous l'avez chargé à 8, ça veut dire que vous avez... Imaginons que vos créatures, elles pouvaient attaquer. Qu'on n'est pas dans la situation où vous avez optimisé en je pose ma créature qui a le mal d'invocation, je l'engage, je charge. Ça veut dire qu'en fait, vous avez perdu 8 points de bourre, 8 dégâts que vous auriez pu mettre dans l'optique où c'était des créatures qui avaient la possibilité d'attaquer et vous avez sacrifié leur attaque. Ces 8 points de bourre, elles les récupèrent en 2 phases d'attaque seulement. Ah, c'est vite fait. Hein. Donc vraiment, c'est un investissement hyper bien. Moi, je suis juste amoureux de la carte. Je pense qu'elle va être très très bien. Et le fait qu'elle empêche les sorties exploration tour 1, pour moi, c'est juste du bonus. C'est ce qu'on disait. Moi, j'en suis ça très réduit les sorties satisfait. débiles. C'est un cube où exploration, quand tu en parles, ça a l'air d'être la carte que tu veux. Hein. Oui. C'est un cube qui est très basé sur les terrains, où tu veux accélérer tes terrains, tout ça. Je pense que juste exploration, le joueur qui l'a, s'il l'a tour 1, il a gagné. Point. Mais c'est dur de Alors revenir. que là, il faut quand même travailler un peu pour avoir ton effet exploration. Moi, je suis très satisfait de ce genre d'effet qui disent c'est telle carte, mais en un peu moins bien, juste assez pour qu'elle soit plus intéressante vu le niveau du reste de ton cube. Sans compter que les choses les plus intéressantes à faire avec l'exploration, c'est pas de rampe, mais c'est d'avoir plusieurs land drops dans le tour pour pouvoir activer des synergies, soit avec des terrains qui se sacrifient pour faire des effets, on va les rejouer, donc on essaie de faire des boucles plusieurs fois. Pour le coup, le fait que cette exploration puisse se déclencher au tour 3, peut-être seulement au tour 4, n'est pas du tout gênant dans ce contexte-là. Voire même, c'est un top deck, et vous allez la piocher, tout de suite la stationner, la charger, maintenant elle est activée, et vous allez pouvoir l'utiliser. Bref, c'est un bon bout de carton, et encore une fois, là, ça montre que sur le vert, on a eu des compressions de rôle assez intéressantes qui avaient jusque-là pas trop été faites, donc c'est assez enthousiasmant. Oui. La dernière carte verte dont on va vous parler, on retourne sur une créature. C'est aussi un peu un effet qui existe, en tout cas, c'est très proche d'un effet qui existe quand on parle d'un pack 40 cartes qu'on peut avoir dans un cube. Il s'agit du Père des Mondes Affamés. Alors, on est sur un Léviathan. Ça fait Léviathan, peur. c'est sans doute un gros pâté. Il coûte 5 et 3 verts. Non mais c'est un Léviathan vert, il est pas bleu, donc qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Donc, une grosse créature à 8, 0-0, ça vend pas du rêve. C'est pas très impressionnant pour l'instant. Comment on fait pour en faire une créature? Déjà, elle a la parade 3, donc elle devrait résister un petit peu. Mais toujours 0-0. Elle a une capacité qu'on voit pas souvent, qui s'appelle Dévorement. Donc là, ici, on est sur Dévorement de terrain 3. Donc, comment ça fonctionne? Au moment où elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de terrains. Et elle arrive avec 3 fois autant de marqueurs sur elle. Donc, pour ceux qui n'auraient jamais joué avec cette belle capacité qui est Dévorement, vous n'avez pas besoin de sacrifier tant que la créature est dans la pile. Donc, si votre adversaire vous la contre, vous n'avez pas sacrifié vos terrains, vous n'avez pas perdu la partie. L'autre chose, c'est qu'elle arrive avec les marqueurs, si vous sacrifiez. D'où le fait qu'elle ne meurt pas avec elle ses ne meurt 0 pas d'endurance. non plus sur le fait d'être 0-0. Sinon, ça marcherait pas. Sinon, très ce bien. serait pas fou. Et au moment où, où c'est résolu, où vous êtes sûr que ça va pas être contré, c'est à ce moment-là que vous choisissez combien de terrain vous enlevez. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille, elle a quand même un petit effet. Vous regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant sa force, donc encore une fois, sa force c'est 3 fois le nombre de terrains que vous avez sacrifié. Vroom vroom. Donc a priori 8 mana, on va dire que vous avez sacrifié 8 terrains. Mais pourquoi est-ce que je sacrifierais tous mes terrains, Jamie? C'est bizarre, pour regarder les 24 cartes du site à bibliothèque peut-être, Fred. Donc X étant sa force, et vous mettez sur le champ de bataille engagé n'importe quel nombre de cartes de terrain parmi elles. Donc,
vous avez sacrifié 8 terrains, vous avez regardé 24 cartes et mis 10 Soit terrains en jeu. votre deck. Soit votre deck dans un deck de 40 cartes. Et vous pouvez mettre potentiellement 24 terrains, plus raisonnablement une dizaine au moins. Ouais, peut-être 9, Ouais, entre 9 et 11. S'il y a eu des fetch, ce genre d'effet, normalement, vous devriez être aux alentours de 8-10. Donc, à minima, autant que vous en avez sacrifié. Si vous n'avez pas mis 15 terrains dans votre deck qui essaye de jouer un truc à 8, après, c'est vous qui voyez. Vous faites ce que vous voulez. On n'est plus responsable à ce stade. C'est ça, il y a un moment, il faut se débrouiller aussi. Il faut être des adultes. Donc, vous mettez tout en jeu en même temps. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que sur un deck de type 40 cartes, en fait, ça ressemble beaucoup à sacrifier autant de terrain que vous voulez, mettez tous les autres terrains de votre deck en jeu. On pourrait penser à un effet escape shift. Tu veux dire qu'il y aurait une carte qui s'appelle change lieu. Change-lieu, voilà. Et qui dit que vous sacrifiez autant de terrain que vous voulez et vous allez chercher autant de terrain dans votre deck et vous les mettez en jeu engagé. C'est fort les tuteurs, mais là on peut pas choisir, donc c'est mauvais. Là c'est mauvais. Bah oui, mais en fait quand tu vois tout ton deck, c'est vachement fort. C'est un peu mieux que choisir en fait. C'est que tu prends tout. Ben oui. Voilà. Et oui, parce que ce qui est important, c'est que contrairement à un change-lieu, alors comme on l'a dit, ça changera pas grand-chose avec 40 cartes, mais contrairement à un change-lieu, ce n'est pas vous mettez autant de terrain. Non, c'est autant que vous en parmi trouvez. les cartes regardées, vous mettez autant de terrain que vous voulez en jeu. Peut-être que vous n'allez pas avoir besoin de trop en faire. Vous allez peut-être sacrifier que 3 ou 4 terrains. 4 terrains, ça fait quand même une 12-12. Hein. C'est correct. Vous allez regarder 12 cartes. Si c'est un peu stacké, vous allez quand même mettre 10 terrains. Tout est possible. Le plancher de la carte, c'est de dire j'ai une 24-24 parade 3 et globalement j'ai peu ou pas perdu de terrain. J'ai peut-être même un tout petit peu rampe. C'est ça. Potentiellement généré. Donc potentiellement fait des effets landfall. Voilà. Potentiellement fait des effets valacute. Tout pour est arrivé. Pour l'instant, on a juste une 24-24 parade 3. Voilà, ça c'est le plancher. Maintenant, il y a des choses à faire. Maintenant, admettons, on a mis 8 terrains en jeu. Déjà, vous avez tous vos effets landfall qui vont trigger 8 fois. Donc, faut faire gaffe si vous avez l'explorateur laboureur, dont on parlait tout à l'heure. Vous allez vous meuler de 8. Vous allez vous meuler de 8. Après avoir enlevé tous les terrains de votre deck, c'est possible qu'il ne reste plus grand-chose après. Attention, soyez raisonnable. Du coup, en général, quand on parle de Scape Shift, de change-lieu, la carte qui vient en tête principalement avec, c'est Valakut. Donc, Valakut, un terrain que les anciens reconnaîtront, qui dit quand une montagne arrive sur le champ de bataille, si vous avez au moins 5 autres montagnes, vous pouvez faire 3 blessures à n'importe quelle cible. C'est pas mal ça. C'est raisonnable déjà comme effet. Maintenant, si on imagine qu'il y a 6 montagnes qui arrivent en jeu en même temps, on a 6 montagnes qui voient qu'elles arrivent et qu'il y a déjà 5 autres montagnes en jeu. Donc on va mettre 18 dégâts répartis par des multiples de 3 où on veut. Voilà. C'est une combo qui a été jouée en moderne. Voilà, ça a été très joué en moderne. Et donc c'était un deck dont l'objectif était de mettre 21 blessures. Voilà, en général, on essaie d'avoir un terrain de plus ou d'aller chercher 2 Valakut. Puisque Valakut n'est pas légendaire, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et par exemple, change-lieu est clairement une carte qui, dans le principe de mon cube, serait beaucoup trop forte. Oui, c'est dommage parce qu'on a l'impression que c'est le genre de carte qu'on veut mettre. Oui. De la même manière que au début, moi j'avais bien mis Académie de Tolarienne. C'est ça, c'est une bonne carte. C'est vachement bien. Le problème, c'est que celui qui l'a, il a gagné. Voilà, c'est un peu trop fort, ça demande pas assez de travailler. Et très vite, on se rend compte que même si c'est joué, on a envie de permettre aux joueurs de jouer avec, c'est pas possible. En fait. Si vous voulez un environnement équilibré, c'est pas possible. Mais là, on a un effet assez similaire, mais qui demande encore une fois de travailler un peu plus. Et du coup, moi, c'est une bonne carte, je l'aime bien. Je voulais en parler aujourd'hui. Ouais, la carte est vraiment très chouette. On en discutait, ce sera peut-être trop fort quand même. On parle quand même d'une 1000 parade 3. Mais il y a un moment où c'est cool d'avoir quand même dans des cubes qui tournent autour des terrains, qui ont des synergies, qui veulent essayer d'assembler des combos. C'est quand même cool d'avoir un effet de type change-lieu. Mais le fait qu'il coûte 8 et pas 4, ça change tout en fait. C'est vraiment... c'est assez incomparable. On peut pas juste faire ramp et tour suivant faire ramp plus change-lieu dans le même tour. Voilà, là, il faut vraiment consacrer son tour à le faire. Il faut être sûr de son build, de quelle carte on a dedans. Voilà, ça pose plein de questions, plein de bonnes questions et à bien construire comme il faut. Voilà. Et c'était la dernière carte verte de notre petite review. Je suis sûr on en reverra chez les multicolores. C'est un bon point. Parce que le vert, c'est l'amour. Le vert, c'est l'amour.
Puisque tu dis que le vert c'est l'amour, moi je propose de te punir et qu'on commence par une carte Boros. Voilà, moi qui ai cette réputation de ne jouer plus que ça là depuis que je l'ai joué 3 fois en une seule journée. En même temps, t'étais pas là, donc. J'en suis bien content. On va parler de Ragost, gastronaute habile. Bon alors, est-ce qu'on peut parler du nom Déjà, de cette paye carte ? ton nom. Voilà, c'est un gastronaute, c'est un astronaute, mais gastronome. Donc Ragost, gastronaute habile, c'est une 2/2 pour Boros, donc elle coûte un rouge et un blanc. C'est une créature légendaire, homard et citoyen. Alors, ça, c'est classe. Paye ton type. Les artefacts que vous contrôlez sont des nourritures en plus de leurs autres types et ont 2 mana engagés, sacrifier cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Donc ça devient des food, ça devient des nourritures. Des vraies jetons nourriture. Vous avez aussi une autre capacité vachement bien, qui est payer un mana engagé, sacrifier une nourriture. Ragost inflige 3 blessures à chaque adversaire. Dernière ligne, au début de chaque étape de fin, si vous avez gagné des points de vie ce tour-ci, dégagez Ragost. Waouh. En fait, elle a tout ce que j'aime pas des cartes multi, ça fait l'enabler, le payoff, et t'as une ligne en plus parce que je sais pas trop pourquoi. Sinon la carte serait trop faible, quoi. La bonne ligne de multi se dégage au début de prochaine. Voilà. De chaque étape de fin. Lol. Bref. Cette carte, c'est pas pour ça que je l'aime bien. Non, je l'aime bien parce qu'elle propose un truc assez unique qui en fait existe pas à Magic, pas trop. Alors la carte qui m'y fait le plus penser, c'est la Panthère de Gloom Bureau qui dit que toutes les créatures sont des nourritures. Et du coup, elle a une ward, sacrifier une nourriture, et elle force l'adversaire à sacrifier sa nourriture. Et cette idée de, en fait, toutes les autres créatures sont ma nourriture et ce sont mes proies, ça marche hyper bien. Là, c'est pas pareil. Nanana. Ragost, c'est pas le prédateur, c'est le gourmet. Il est là pour tout goûter. Il est là pour goûter les petits artefacts savoureux. J'ai l'impression qu'il peut tuer assez vite. Ouais, ça a l'air de cogner. Enfin, si t'as assez de mana, tu peux mettre 9 par cycle. Hein, parce que tu peux l'engager pour mettre 3, puis sacrifier n'importe quel artefact, du coup, parce que c'est un foot pour gagner 3 points de vie. Le dégager à la fin de ton tour, remettre 3, et même chose fin de tour adverse. C'est... Ouais, ça cogne. Hein. Ça a l'air de tabasser. Et avant d'avoir setup tout ça, c'est une 2/2 pour 2. Voilà, c'est pas trop horrible, ça coûte pas très cher. En tout cas, moi, c'est le genre de carte que j'adorerais voir dans un archétype, dans un shell avec du boui-boui, des artefacts dans un cube pas trop power. Ouais, non, puis avec tous les artefacts qu'on a pu voir où tu as envie de les sacrifier de toute façon, tu vas vraiment pouvoir sacrifier tes trucs, mettre des bolts dans les têtes. Et Si vous vous posez la question, mais j'ai un petit peu honte de le dire parce que j'ai vraiment l'impression de dire que si vous mettez Black Lotus avec boule de feu, du coup c'est fort parce que ça fait X égale plus 3. Si vous jouez Ragost et Manufacture d'armes, c'est très fort. Voilà. Je vous assure que Ragost, il va sacrifier vos trucs. Et pour mettre 5 dans les têtes. Il va vous mettre 5, ça va tuer un peu vite. Il y a une synergie, voilà. Ouais. Mais c'est vraiment donner un bazooka à un enfant de 2 ans, quoi. Après, je suis pas convaincu des couleurs. Oui, les couleurs sont un peu originales, mais en tout cas, je pense que en rouge, c'est évident qu'il y a du stuff. Oui, non, c'est sûr. Et en blanc, il y a de la récursion artefact. Ouais, c'est vrai. En fait, en blanc, il n'y a pas de synergie pour les sacrifier, mais par contre, tu as beaucoup de synergie pour les ramener. C'est vrai, et c'est peut-être ce qui peut permettre que ce soit intéressant. C'est le genre de carte qui peut faire justement le pont entre les deux parties de ton deck. Moi, ma crainte, elle serait plutôt qu'on manque de cartes pour justement remplir le rôle de Ragost. Après, il y a les Lorehold, les Force Sapiens. C'est Force Sapiens, la famille de Strixhaven qui est Boros, je crois. Force Sapiens, j'ai un doute. Et pour le coup, parmi ces cartes-là, peut-être qu'en Boros, en autre carte gold ou quoi que ce soit, peut-être qu'il y a des cartes qui peuvent faire ce pont. Moi, c'est le genre de carte, ça me donnerait envie de l'utiliser pour nourrir, sans mauvais jeu de mots, pour nourrir des archétypes justement un peu plus original et pas juste je joue Boros aggro dans mon cube, quoi. Oui, non, c'est sûr. Donc c'est ça que j'aime bien avec elle. Non, ça va aller chercher des trucs. Bon, ensuite on a une carte que tu n'as presque pas compris pourquoi je la mettais pas dans mon cube. Après on a discuté et tu as mieux saisi effectivement. Mais c'est une carte qui soulève de la fonte malgré son petit body. C'est une des rares. Donc on parle du spécialiste biotech. Donc pour un rouge et un vert, c'est une 1/3 insecte et scientifique. Quand cette créature arrive, créez un jeton module de descente. C'est la première qui a cette ligne. La première avec le module de descente et je pense sans doute la meilleure
dans un vide, dans le sens où il y a pas, elle fonctionne toute seule. Il n'y a pas besoin de build around. Elle a aussi une deuxième ligne qui dit à chaque fois que vous sacrifiez un artefact, cette créature inflige 2 blessures à un adversaire ciblé. Elle a l'air de bien s'entendre avec ton gastronaute quand même. Bah ouais, non mais ils sont copains, hein, moi je pense. Et tu sais avec quelle autre carte ça marche bien, spécialiste biotech? Avec les munitions. Ça va dans le même deck que Manufacture d'armes. Manufacture Alors d'armes, pour le coup, elles marchent pas bien ensemble, mais elles vont dans le même deck, elles remplissent le même rôle. Ouais, c'est ça. C'est une carte hyper intéressante. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du support pour je balance mes artefacts à la gueule des gens. La dernière fois qu'on a eu vraiment du support pour cet archétype, alors il y en a eu un tout petit peu en Modern Horizon 3, mais sinon c'était Kamigawa Neon Dynasty avec l'archétype Rakdos, il me semble. Corrigez-moi si jamais je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le signaler. Mais en tout cas, c'est pas un archétype qui est si souvent fourni, et pour le coup, j'adore cette carte. Les couleurs m'ont un peu surprise. Ça a du sens avec le module de descente, mais je l'aurais plutôt vu en rouge-noir avec sa deuxième ligne. Bon, ça permet de faire des paliers, moi j'aime bien, mais c'est vrai qu'elle va du coup souffrir du fait d'avoir peu de copines dans ces deux couleurs pour dans le faire vert, ces archétypes-là. Donc à voir, mais c'est une carte que j'aime bien. Ouais, il peut y avoir un Naya marrant avec un Sam qui fait des fouds à chaque fois qu'une créature est en jeu, ce genre de choses. Avec un gastronaute. Avec un gastronaute, voilà, je pense qu'il y a un bloc Boui Naya. Ouais, écoutez, je pense qu'on vous a donné une mission. Deck moderne, nourriture gastronaute, hein, voilà, c'est... Alors, ensuite on a Jean-Claude. Le fameux Sir Von Damme. Ah là là, Jean-Claude, il est là. L'archétype Sol Étoile. Wow. Il est très solaire, ce Von Damme. Oui, est-ce qu'il fait le grand écart? Je ne crois pas. Je crois pas, mais il a l'air de faire une pirouette quand même. Il fait du sport quand même. Donc, on est sur une 2-2 vigilance menace. C'est une créature légendaire, humain et chevalier. Bon, on retourne sur des types de créatures un peu plus classiques. Voilà. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt ou est mise en exil, mettez un marqueur +1/+1 sur Sir Von Damme et vous gagnez un point de vie. Une bonne base pour tout ce qui est aristocrate dans ses couleurs. Avec vigilance menace. Hein, avec vigilance menace quand même pour taper avec tous les marqueurs que tu lui as mis dessus et bloquer avec tous les marqueurs que tu as mis dessus. Ce serait dommage, gagner des de points de vie pour vraiment ne jamais mourir. Non, on a une vraie créature avec des vraies stats, elle prend bien le board, mais elle a encore une petite ligne pour le plaisir qui dit quand il meurt ou est mis en exil, pendant que sa force est supérieure ou égale à 4, détruisez jusqu'à un permanent non terrain ciblé. Bon, il y a une carte évidemment à laquelle cette carte me fait penser, c'est Amalia. Tout à fait. Alors, on est dans les mêmes couleurs, on a les mêmes stats de base. Amalia, donc elle fonctionne avec les points de vie, elle fonctionne pas avec les aristocrates, mais elles ont toutes les deux ce rôle de je suis une 2-2 pour 2, je vais grossir, je suis une win-con, je suis pénible à gérer, donc elle c'est parce qu'elle va détruire un truc si elle va est tuée. détruire un truc si tu la gères. Amalia c'est parce qu'il y a la noire de pénible que l'adversaire n'a pas envie de payer. En fait, Amalia s'est révélée être une très bonne carte. Moi je serais pas surpris que Sir Von Damme ce soit une bonne carte aussi. Ouais, je pense. Une chose que tu me disais tout à l'heure, et c'est vrai que je m'en étais pas forcément rendu compte quand j'avais regardé la carte au premier coup d'œil, c'est que c'est un payoff assez intéressant à aristocrate parce que justement c'est un peu plus rare d'avoir des créatures qui grossissent sans activement sacrifier la créature. Bouffeur de charogne, c'est une carte qui va mettre des marqueurs sur elle-même, mais elle le fait en activant ses capacités qui consistent à sacrifier une créature. Pareil pour des carapaces non tuco qui gagnent plus de budget, etc. Là, pour le coup, c'est une carte qui va bénéficier du fait que à côté d'elle, vous sacrifiez des choses, vous fassiez votre travail, pendant que potentiellement vous pinguez. Ben elle va grossir et elle tape fort, quoi. Et puis aussi à prendre en compte que beaucoup des bons effets qui te demandent de sacrifier des créatures te font perdre des points de vie. C'est vrai. T'as payé un point de vie, sacrifié une créature, pioché une carte. T'en as une autre aussi qui fait les trésors. Elle te redonne les points de vie, comme ça t'es sûr de pas mourir bêtement. Ce serait dommage en même temps de mourir bêtement. Voilà. Et elle marche aussi avec les effets Blink. Oui, parce que c'est dit mis en exil. Elle-même aussi. Donc si on arrive à la Blink elle-même... Alors après, elle perdra ses marqueurs, mais si jamais elle a 4 de force, eh bien vous allez pouvoir détruire... Il suffit d'avoir un arbre blanc du Gwendor, là, ou je sais plus quoi, et plus de plus 1, boire de 1, et tu la blink à chaque tour, tu pètes un truc. Non, ça a l'air fun, on s'amuse. Hein. Ça a l'air tellement fort. Ah, j'avais pas pensé à arbre blanc. Floraison de l'arbre blanc, ça a l'air vraiment fort. Peut-être parce que la carte est forte toute seule. Ouais, ça marche bien en général. Hein.
Ouais. En tout cas, c'est une carte intéressante et le fait qu'elle fasse des petits paliers avec effectivement Blink dès lors que vous avez un moyen de la renforcer, moi je trouve ça assez sympathique. Ouais, non, elle tape un peu dans beaucoup d'archétypes. Hein. Elle tape dans Archisto avec le fait de mourir, elle tape dans Blink avec l'exil, elle tape dans les marqueurs, elle tape dans les points de vie. C'est pas une bonne carte d'archétype life parce qu'il ne trigger que lorsqu'une créature meurt. Mais par contre, le fait qu'il donne des points de vie n'est pas anecdotique. C'est ça qui est paradoxal. C'est ce que tu disais de. En fait, pour ces decks-là, gagner des points de vie, c'est super utile, notamment parce que c'est des decks un petit peu lents et grindy. Mais par contre, c'est pas une carte de gain de pour les archétypes gain de points de vie, c'est clairement une carte qui est là pour soit du boui-boui. Enfin, dans tous les cas, c'est une carte de boui-boui, soit en sacrifiant aux créatures et en les faisant mourir, soit en les exilant, en les blinkant, et dans les deux cas, la carte est bien. Et si vous faites les deux, bah, force à vous. C'est tout bénef. Bon, je crois que j'ai envie qu'on termine par cette carte, donc on va plutôt enchaîner. Ok. Parce que. Et en même temps, c'est un peu l'apogée de. C'est une belle bête. Ouais, voilà. On est sur Tanuk, enseigne mémoriale. Donc une belle créature pour un incolore, un rouge, un vert. Donc encore une créature grûle. Encore un Cavru. Bah, en même temps, c'est toujours un Tanuk. Bah, c'est Tanuk. Comme tout à l'heure. C'est lui. Il est toujours pilote, d'ailleurs. Cavru est pilote. C'est une 2-4 avec un simple touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, Tanuk inflige une blessure à chaque adversaire. Si c'est la deuxième fois que cette capacité se résout ce tour, piochez une carte. La première capacité. C'est simple, c'est clean, c'est beau. La première capacité, donc avant la partie, si c'est la deuxième fois, blablabla, en fait, c'est déjà des cartes qui existent. Oui. J'en pense à deux. Il y en a une qui est sortie en Final Fantasy, le cactus, là. Tout à fait. C'est une 2-1 pour 2. Qui coûte 2. Qui est déjà touche terre, une blessure. Il y avait une créature de la... Si je ne dis pas de bêtises... 3e Zendikar. Ouais, Géopède. Voilà, exactement. Qui est une 3-2 pour 3 et qui landfall une blessure à chaque adversaire. Et effectivement, bah là, vous avez une petite ligne en plus qui est pas désagréable. Ça fait plaisir quand même. Qui dit, bah si vous avez joué un fetchland ou vous avez fait double land drop, bah, vous piochez une carte. Ce que je pense, c'est que c'est pas une carte game breaker. D'ailleurs, la preuve, c'est que c'est une unco. Voilà, c'est une unco. Moi, je pense que c'est un des meilleurs enablers. Enfin, non, c'est pas un enabler, c'est un payoff. Mais... Un payoff pour Landfall. Ouais, c'est un peu bizarre parce que c'est un payoff et en même temps, c'est un truc un peu très basique. C'est juste ton haut de curve dans un deck Landfall, parce que Landfall veut être relativement aggro. T'as tes bonnes créatures à 1, t'as tes bonnes créatures à 2, on sait les trouver. Ici, t'as vraiment j'ai plus de gaz. Mon adversaire, il a géré mon agression de début de partie. Maintenant, je mets des dégâts à distance, j'ai plus besoin d'attaquer. Et je continue de piocher des cartes pour trouver mes terrains suivants. En fait, ce que j'aime beaucoup avec la carte, c'est que elle est relativement élégante, elle est assez efficace. Et en fait, il n'y a aucune carte qui va venir la surclasser pour faire ce qu'elle fait. Donc, on pourrait dire le défaut, c'est que elle va venir s'imposer dans à peu près tous les cubes qui vont vouloir ce genre de carte. Il n'y aura pas beaucoup de bonnes raisons de ne pas la rentrer, à part peut-être des questions de flavor, des questions de power level, mais... Même pour level, couleur peut-être, mais ça a l'air d'être une bonne couleur quand même pour ça. Donc, c'est... En fait, je pense qu'on pouvait difficilement réfléchir à une meilleure carte pour faire exactement cette chose-là. Je pense que c'est un très bon design et qui vient s'insérer justement dans une niche où il y a besoin de cartes pour que ça tourne bien. Il y avait besoin d'un petit peu de redondance. Moi, je trouve ça très chouette. J'aime beaucoup ces cartes-là. C'est comme quand ils avaient fait justement l'enchantement touche-terre qui exile les cartes du dessus de ton deck et celles que tu joues pas, tu les mets dans ton cimetière. Valakut, voilà. Le Valakut. Exploration de Valakut, ou je sais plus. Ce genre de cartes, j'aime bien. Et le fait d'en avoir plusieurs, c'est ce qui va permettre de pouvoir essayer de jouer non pas des échelles aggro, mais des échelles plus contrôle. Et c'est un petit peu rigolo. Minima un peu plus mid-range. Voilà. La dernière fois, moins all-in. Le dernier deck que j'avais drafté, d'ailleurs, justement, qui était un grul avec des splashs, mais justement qui avait pour but de contrôler la partie et de tuer à distance avec des terrains, jouait Tanuk. Oui, avec des effets sismiques. Avec assaut sismique, avec vie du terreau pour récupérer des terrains du cimetière, et puis pouvoir les jeter à la figure de mon adversaire. Tanuk, c'est une 2-4 pour 3, ça bloque assez bien. Il cumule pas mal de choses, et je crois que je préfère comment ils l'ont fait, plutôt que s'ils en avaient fait, je dis une bêtise... une 3-2 célérité et qu'en fait l'idée c'était juste de mettre des points. Voilà, je vais mettre des points et en fait je suis cantonné à faire une seule chose. Là la carte elle est bien et même comme tu l'as dit, même pour aggro, je suis vraiment pas mécontent de jouer ça. Oui, le tour où je la joue ça met moins de dégâts que Flage, mais j'apprécie le fait qu'elle va aider un deck qui a tendance à arracher sa main et la poser sur le champ de bataille à la vitesse de la lumière quoi. Vitesse lumière, espace, hyper espace. notre dernier sort.
de cette... Ah non, c'est vrai, il y a encore des trucs incolores. Il y a 3 artefacts, ça. Enfin, à peu près. Nous avons l'émissaire d'Apogée. Voilà. Donc, je vous parlais de l'apogée de nos cartes multicolores, il est là. Bon, il est déjà en train de traumatiser format construit, donc j'imagine que il est bien. C'est une 3-3 pour 3, dont IZ, donc un générique, un bleu, un rouge, créature artefact, robot. À chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, créez un jeton de créature artefact 1-1 incolore drone avec le vol, et ce jeton ne peut bloquer que les créatures avec le vol. Déjà, le plancher de cette carte, c'est plutôt très cool parce que... Ça ressemble à un Sai, quoi. Voilà, ça ressemble à Sai, mais au lieu d'être une 1-4, c'est une 3-3. Donc jusque-là, c'est pas mal. C'est correct. Mais il a le mot magique, Antonin. Dun, dun, dun. Il a hyperespace. Magnifique. Et il a hyperespace, pour combien ? Pour un petit mana. Et un mana hybride, monsieur. Soit rouge, soit bleu. Cet hyperespace, il change tout. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il dit qu'en fait cet effet il coûte pas 3 mana, il coûte 1 mana. Ça veut dire que vous pouvez au premier tour dans les decks adaptés potentiellement mettre 2-3 tokens et donc potentiellement activer des stratégies d'affinity extrêmement vite. Je rappelle qu'en ce moment, la raison pour laquelle ça performe en moderne, c'est qu'il y a Mox Opal qui est ban. Si vous avez dans votre cube des artefacts à 0 et potentiellement des Mox, et je parle pas forcément des vrais Mox, mais des Mox d'Opal ou des Mox de Chrome, ce genre de truc, émissaire d'Apogée c'est extrêmement fort pour ça. Parce que ça va vous permettre de partir très très rapidement. Tu fais tour 1 ça, Mox, il t'a fait un copain, du coup t'as les 3 artefacts, tu fais un mana, tu refais une connerie. Et puis... Voilà, exactement. Et puis t'as 5 artefacts, tu joues tes cartes d'Affinity, et puis baba. Et derrière, t'as plus de main, mais en fait t'as joué l'équivalent de 4 tours de ton adversaire en 1. Donc... Ouais, et t'as mis 4 tokens, et puis ton émissaire, tu vas le rejouer dans 2 tours. C'est pas un souci, il arrive. Même pas d'ailleurs au tour suivant, parce que t'as un Mox. D'ailleurs, petite anecdote, j'adore le fait qu'il s'agit d'un émissaire. Et le fait qu'il ait hyper espace, et le fait qu'en tant qu'émissaire, il vienne annoncer ce qui va se passer, j'adore. C'est émissaire d'Apogée. Et en fait, effectivement, c'est une carte exponentielle. Il y a plein de choses que j'aime dans comment elle est conçue. Il y a une autre chose que j'aime dans cette carte, c'est le fait que le coup d'hyper espace est un mana hybride. Tu peux jouer cette carte dans un deck qui ne contient pas de rouge, Antonin. Et tu peux jouer cette carte dans un deck qui ne contient pas de bleu. C'est vrai. Et ça fait que la carte a un profil hyper différent. Je pense que perdre la capacité de la rejouer est quand même dommage. C'est relativement vrai en cube. C'est beaucoup moins le cas en construit, je pense. Mais en cube, je pense que t'as raison. Néanmoins, c'est pas grave de te dire j'ai pas beaucoup de sources de rouge dans mon deck. Mais c'est pas grave parce que j'aurai plus de temps pour la piocher. Et en plus, c'est pas forcément une carte. Un jour je la trouve, elle fera son effet. C'est pas une carte que j'ai envie de jouer au tour 3 en plus, nécessairement. Et du coup, je vais pouvoir faire hyper espace au tour 2 et jouer et attendre 2-3 tours pour 2 se faire ou 3 sorts. Voilà, ça. Là, juste, la carte est hyper forte. Les créatures ont l'évasion. C'est des objets de jeu. Et en plus, ce sont des artefacts. Bref, faut voir. Puis, Hyperspace, c'est une manière alternative de lancer la carte. Elle n'est pas légendaire. Donc, la première trigger la deuxième. Oui. Et, non, c'est... Ça a l'air alors, en cube, si vous en avez qu'une seule, vous pourrez pas faire ça. Mais alors, oui, en construit, c'est débile, quoi. Bref, c'est une très belle carte. Je pense pas que ce soit oppressant en cube. Parce que, comme tu l'avais dit la dernière fois, la probabilité que vous ayez plein de sorts à 0 dans la main, elle est quand même relativement faible. Mais par contre, c'est une carte hyper agréable à jouer et qui va vous aider à déclencher plein de synergies. Je vois des decks avec la petite Saeli de War of the Spark qui justement vous dit quand vous jouez un sort non créature, vous créez un mécanoptère ou non, un cerveau, elle crée un cerveau. Voilà, en fait, ce genre de cartes vont vous aider à fuel comme ça, à alimenter votre moteur et en créant plein de petits artefacts. Et après, vous en ferez ce que vous voulez. Est-ce que vous allez jouer un truc qui va les buffer ? Est-ce que vous allez jouer, je sais pas, moi, est-ce que vous allez sacrifier pour faire beaucoup de mana ? Mais en tout cas, c'est une carte qui va générer beaucoup d'objets de jeu pour très très peu de mana. Et ça, c'est super fort. Voilà. Est-ce que ce serait pas le moment de passer aux cartes qui n'ont plus du tout de couleur ? Plus du tout, zéro, nada. On n'a pas beaucoup de cartes incolores et on n'a pas beaucoup de cartes qui sont purement des artefacts non colorés, mais on en a quand même quelques-uns et donc on va parler du contrôleur de surcharge. Le contrôleur de surcharge. Une 3-2 pour 3 incolores, créature artefact robot. À chaque fois qu'un autre artefact non jeton que vous contrôlez arrive, proliférez. Ça a l'air marrant déjà avec tous les marqueurs charge qui traînent dans cette édition. Comme toujours, ça a l'air marrant avec tout ce qui est Planeswalker. Une manière que vous avez vu de casser ça plus Ce que je pense qui est intéressant avec cette carte, alors
clairement, si vous avez plein de cartes à 0, bon, ça va être débile. Hein, oui, mais il faut aussi un truc avec des marqueurs à vouloir proliférer. Non, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je ne crois pas que ce soit un type d'effet qui existe déjà. Dans un cube qui est orienté autour des marqueurs, que ce soit les marqueurs +1/+1, et notamment si vous avez un archétype qui ressemble un petit peu à Hardened Scales en moderne, c'est-à-dire avec des dévastateurs en travarques, des manières de déplacer des marqueurs, etc. Voilà. J'ai l'impression que c'est une carte qui va pouvoir transformer votre deck un petit peu agro-synergique en un deck quasiment combo. Et j'aime bien cet effet dans ce qu'il vient raconter et dans les play patterns qu'il va développer. J'aime bien l'idée de simuler des decks de construit, mais avec de la redondance en fait un petit peu différente de cartes qu'il y a dans le deck. Souvent ces decks-là, c'est des decks qui sont impossibles à reproduire en cube parce que tu vas pas mettre 4 exemplaires de chaque carte et en fait t'as pas assez de cartes pour les faire. Et ça, c'est une carte qui m'intéresse par rapport à ça. J'ai pas l'impression que c'est une carte cassable au sens de créer des boucles vraiment débiles et infinies. En tout cas... pour moi, c'est une carte très élégante, très simple. Et contrairement, même si c'est une carte de commandeur multi et que c'est clairement à destination du multi parce que c'est surtout là que c'est fort de proliférer. Enfin, en tout cas, c'est là où on peut en abuser le plus facilement parce que les adversaires interagissent moins directement avec votre board. Pour moi, elle n'a pas ces côtés détestables des cartes de multi où il y a 30 lignes de texte. Voilà. Là, il y a une ligne de texte. L'effet est clean. Enfin, cet effet n'existant pas déjà, je le trouve assez chouette. Voilà. Je pense que le non-jeton était important parce qu'il y a au moins 15 cartes qui combattent infini si tu peux me faire avec des jetons. Ouais, moi je pense aussi, ouais. Notamment des trucs qui vont commencer par retirer un ou plusieurs marqueurs, faites des choses. Il y a un autre artefact dont on voulait vous parler, c'est le vaisseau de combat extincteur. C'est un gros pâté, ce vaisseau de combat. C'est une station, évidemment, c'est un vaisseau spatial. Un bon gros pâté. Il coûte 8 mana. Quand ce vaisseau spatial arrive, donc c'est une station, il n'est pas encore créature ou quoi que ce soit. Quand ce vaisseau spatial arrive, vous allez détruire un permanent non créature ciblé. Déjà, bon, c'est 8 mana en même temps, j'espère que ça fait des trucs. Oui, il faut que ça tape quand même. Mais vous détruisez un machin. Bon, pour l'instant, vous avez fait, c'est quoi ? C'est Creeping Maul de la carte pour 4 mana dont 2 verts, détruisez un permanent non créature. Bon, ça vend pas du rêve. Puis ce vaisseau inflige 4 blessures à chaque créature. Ah, déjà ça cause un peu mieux. Là déjà c'est une race. On est en train de raser le board, on est en train de nettoyer un petit peu. Là, on commence à parler. Donc déjà, ça me plaît parce que c'est un artefact qui a un gros effet d'arrivée en jeu et qui n'a pas cette phrase que Wizards, il aime bien mettre sur certains effets d'arrivée en jeu trop puissants, qui est « Quand blablabla arrive, si vous l'avez lancé depuis votre main, blablabli blablou ». Là, c'est juste quand ce vaisseau spatial arrive, et c'est tout. Donc ça là, se réanime, ça se blink. Exactement. Tout, donc ça, j'adore. Ça se tanuque. Ça se tanuque extrêmement bien. Il est station. Et ça tue pas tanuque. Ah non, mais ça tue pas tanuque, c'est 4 blessures et tanuque il a 5 de force. Non, mais cette carte est incroyable. Il a station. Et là où ça va vous surprendre, donc une fois que vous l'aurez chargé, ce sera une 10-10 vol piétinement. Donc là, vous vous dites, mais waouh, ça tabasse. Ça tue en 2 tours. Ouais, bon, il faut mettre combien de marqueurs ? Faut en mettre 12 comme les autres trucs, faut en mettre 16, enfin peut-être un peu moins, avec un peu de chance on en met 10. Il suffit d'en mettre 5. Ouais, ça a l'air d'être une bonne carte de contrôle quand même. Ça a l'air d'être un gros kill quand même ça. Hein. C'est une belle vrasse qui détruit le truc que tu peux pas vrasse voilà. Les créatures et ensuite rapidement ça tuera en 2 tours. Et puis après, au tour suivant, tu mets un truc avec 5 de force et tu l'engages tout de suite et tu tapes à 10. Voilà. J'aime bien la manière dont elle interagit avec le board, le fait qu'elle détruit un truc qui n'est pas une bête, puis elle vrasse. Mais du coup, s'il y a une grosse créature, elle va rester. Donc c'est pas tout puissant, c'est pas exiler toutes les créatures et niquez-vous. Enfin voilà, c'est. J'aime bien. Le fait que ce soit un kill, j'aime bien. La manière dont elle compresse les rôles, c'est intéressant. J'avais pas envie forcément d'intégrer trop de stations dans mes cubes, mais celle-ci, je pense qu'elle va vraiment me plaire. Elle se charge assez vite. Pour moi, c'est vraiment une carte que je vais prendre énormément de plaisir à tester. C'est un gros artefact à tricher qui ne gagne pas instantanément la partie, mais qui a une manière de gagner la partie. Je pense que ça, c'est une des choses qui me manquait un petit peu. C'est que parfois, c'est dur de trouver le curseur entre en fait, je ne peux plus gagner, j'ai perdu, ou je suis mort, et ok, j'ai rasé ton board, j'ai fait un truc très très fort, mais en fait, maintenant, il faut encore que je trouve un truc fort à faire, sinon je vais pas finir cette partie. Et là, la carte, elle fait un peu les deux. T'as fait le truc fort, maintenant, il faut juste que tu trouves de quoi l'animer, mais t'as déjà un plan qui est en place, quoi.
Et je pense que ce sera une carte intéressante à mettre en vis-à-vis avec, par exemple, Portail vers Phyrexia, qui est... et je fais une Vrasse simili, puisque je fais sacrifier 3 créatures à mon adversaire, puis je suis une Wincon parce que je vais ranimer des créatures à chaque tour. C'est un peu plus lent, là ça peut tuer un peu plus vite si vous arrivez à la charger rapidement. Mais dans les deux cas, c'est un peu dans cet esprit-là, et avoir de la redondance sur ce genre d'effet, je trouve ça intéressant. En plus, c'est une rare qui, je pense, va coûter beaucoup moins cher à récupérer. Donc pour les gens qui ont des logiques de budget, bah ça vous fait pas un portail de Phyrexia à les récupérer. Et je pense que la carte remplit un rôle un peu similaire, même si c'est pas strictement la même carte. La carte dont on va parler après, c'est non pas un Planeswalker, c'est le Planeswalker de l'extension. De manière surprenante, moi c'est une carte, je suis pas hype dessus du tout. Ah ouais? Ouais. Mais par contre, je pense que c'était évident qu'il fallait qu'on en parle. Antonin, présente-nous Tezzeret, Capitaine Cruel. Alors, Tezzeret, Capitaine Cruel, un Planeswalker incolore pour seulement 3 mana. Déjà, ça c'est une statline de base qui fait un peu peur. C'est un truc, c'est du jamais vu, clairement. Donc, on a un effet passif. À chaque fois qu'un artefact que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur loyauté dessus. Déjà, ça, moi tout de suite, ça me fait peur. Il arrive à combien ? Il arrive avec 4 marqueurs loyauté. Voilà. Donc là ça vous rappellerait pas un Planeswalker un peu peuple fait dans Eldraine? moi, en fait, ce que je me dis, c'est qu'en général, les Planeswalkers qui ont ce genre d'effet, qui peuvent gagner des marqueurs loyauté d'une autre manière, en général, ils n'ont pas d'ulti. Ou alors, il est beaucoup trop cher. Ou alors, il est très nul. Ouais. Voyons voir où on va. Premier effet, pour 0, on peut dégager une cible, artefact ou créature. Si c'est une créature enchantement, on met un marqueur +1/+1 sur elle. Créature artefact. Créature artefact, pardon. Sinon, c'est moins bien. Ça aurait été bizarre pour Tezzeret en même temps. Donc déjà, on n'a pas de plus. Donc au moins, la seule manière qu'il a de gagner des marqueurs loyauté, c'est en jouant des artefacts. Rassurez-vous, on va trouver des solutions. On va trouver des solutions. -3. Cherchez dans votre bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1. Révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Bah, ça met des marqueurs loyauté, ça. Ok. C'est un effet Majobroloc qui va chercher un artefact CCM 1 ou moins. Ça a l'air fort. moi déjà, ces deux parties-là... alors, le côté dégager un artefact... sur des gros artefacts qui font beaucoup de mana, déjà, ça peut faire des bêtises. Sur une créature, ça lui donne un simili vigilance, ça met un marqueur dessus, c'est toujours bon. L'effet tuteur, il fait un peu peur. Hein. En fait, je crois que la raison pour laquelle... Moi, c'est pas un effet, là, en l'état, qui me fait si peur que ça. C'est que, c'est fort d'aller tuteur un artefact, mais en l'état, personne s'extasie sur fabrication, qui permet pour 3 mana d'aller chercher n'importe quel artefact dans votre deck. Donc ça prouve bien qu'il va falloir que le Planeswalker il fasse vraiment plus pour que la carte soit inquiétante. Moi c'est comme ça que je le ressens. Après j'ai peut-être tort parce que c'est une carte qui va pouvoir le tuteur. Si elle est pas gérée, que vous avez bloqué, etc. et que vous rejouez des artefacts, elle pourra retuteur. Donc, d'accord, c'est la différence avec un rituel. Potentiellement, elle aura déjà la loyauté dès le tour suivant. Hein. Voilà, c'est pour ça elle peut le faire sur 2 tours. C'est juste qu'en l'état, effectivement, moi j'ai besoin d'avoir plus à ce moment-là. Et c'est là où j'ai peut-être on arrive sur le -7, donc qui est son ulti, a priori, que tu fais en ayant lancé 3 artefacts après, ça a l'air déjà assez rapide à obtenir. Et qui fait, vous gagnez un emblème avec... Wow. Un emblème, c'est pas mal. C'est fort un emblème, déjà ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Je l'ai jamais lu encore, hein, donc je t'avoue que je le découvre. C'est vrai ? Je le découvre au fur et à mesure. Aïe. Ok, bon, tu vas voir, je te spoil un tout petit peu. C'est fort ? Mais non, justement. Je pense... C'est le truc qui te déçoit le plus ? Que c'est ce qui fait... En fait, c'est la raison pour laquelle, moi, c'est pas une carte qui me hype. Ok. Donc, vous gagnez un emblème avec... Au début du combat, pendant votre tour, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur un artefact ciblé que vous contrôlez. Si ce n'est pas une créature, il devient une créature artefact 0/0 robot. Ouais, ok. Je pense que tu comprends. C'est un emblème qui tue, de manière assez sûre. En fait, c'est la partie dure. C'est la partie dure, ça te fera gagner normalement. Ça te donne une inévitabilité. Après, techniquement, tu peux te prendre un Shatterstorm dans la gueule. Tempête fracassante, tu vas détruire tous tes artefacts. Tu peux toujours mourir, mais tu as l'inévitabilité. Si la game continue, tu vas gagner. Justement, c'est ça que j'essayais de dire. Non. La différence avec un Planeswalker qui va dire... un emblème qui va dire au début de votre entretien, créer 2/2. En fait, c'est que lui, si t'as pas d'artefact, il fait rien, cet emblème. Et donc, c'est une inévitabilité si l'adversaire ne peut pas interagir avec ton board, parce qu'en fait, tu vas scale, tu vas faire grossir ton board indéfiniment.
mais c'est conditionnel au fait d'avoir des artefacts sur le board. Ce sera une condition qui sera souvent remplie. Ce qui est normalement le cas, vu qu'a priori, tu as l'air de vouloir jouer des artefacts avec lui, que tu as un -3 qui te permet de tuteur. Ben oui. Mais après, si tu as fait un -3, le -7 est loin. Bon, voilà, okay, j'entends. Donc c'est juste ça ce que je veux rappeler, c'est un emblème qui te donne un sentiment d'inéluctabilité, mais qui est moins inéluctable que d'autres effets de ce genre, parce qu'il se contente de faire grossir. J'exagère, mais c'est comme si c'était un emblème qui te donnait un équipement à chaque tour. Si t'as pas de créature pour les équiper, ça sert à rien. C'est sûr. Ok. Dans l'ensemble, il coûte pas cher. Il a un effet tuteur qui est vraiment pas déconnant. Ouais. On est sur CCM 1 ou moins, donc on va chercher un paquet de trucs à 0 et à 1. Tu peux aller chercher un terrain artefact, contrairement à Urza Saga qui va chercher un artefact. Et puis tu peux aller chercher un truc avec un artefact pour un mana blanc ou pour un mana bleu. Enfin, tu vas chercher un paquet de trucs quand même. Genre puits portable. Le 0 est vraiment décevant. Pour moi, il y a deux manières de le jouer. Soit tu es en train de te setup encore et tu vas juste en servir pour faire un -3, faire une distraction et espérer mettre suffisamment de marqueurs avec le -3 que tu auras fait. Je pense principalement à l'artefact à 1 qui fait les mécanoptères. Ouais, fonderie de modernisation. Voilà. Qui est en plus intéressant avec le 0 parce que tu vas pouvoir le dégager. Ouais, complètement. Donc, il va te permettre d'essayer de mettre un maximum de marqueurs dessus pour au moins refaire un -1 et peut-être réussir à arriver jusqu'à un -7. Ouais, ça va te permettre, pour 2 mana, tu crées un cerveau, tu l'untap pour 0, voilà. Tu recrées un cerveau. C'est comme ça pour moi qu'il faut que tu vas essayer de le casser au maximum. Après, c'est vrai que le reste... Soit il faut... Ouais, voilà. Soit tu es sur du setup et tu vas essayer de faire un -3 pour vraiment essayer de faire des bêtises. Soit tu es sur une fin de partie et tu essaies ou en tout cas sur une partie où tu as assez de gaz pour dire je le joue, je fais le -7 dans le tour. Parce que c'est pas impossible de faire tour 3, tu le joues et tu fais -7. Hein. Et ça fait peur quand même. Le tour 3, tu le joues, tu joues 3 artefacts de merde, entre guillemets, qui a 0 mana, là, des babioles, des trucs, tu fais un -7. Derrière, tu as un emblème qui dit qu'à chaque tour, tu as tes artefacts, au moins les 3 artefacts à 0 que tu viens de jouer, qui vont commencer à faire des bêtises. Quoi. Moi, je crois que c'est une carte qui... Les capacités te disent « Ah, je suis une carte qui veut soutenir un deck agressif. Je veux renforcer les créatures, je veux les faire grossir. » Mais en fait, je crois que j'ai jamais envie de jouer ça pour 3 mana dans un deck qui est là pour taper et mettre la pression. Il faut vraiment avoir le reste qui va autour. Quoi. Et du coup, moi, c'est ça qui fait que je suis pas hype. C'est que je crois qu'il a pas vraiment de maison, ce Planeswalker. Alors, je suis peut-être très biaisé par mon propre cube artefact avec où je connais bien mes archétypes, etc. J'ai du mal à voir comment en être satisfait dans un environnement qui n'est pas un deck de construit suroptimisé autour. C'est possible. Je suis pas sûr qu'il soit nul, mais j'ai pas l'impression qu'il soit très bien. Et du coup, moi je sais que pour l'instant ce sera un pass sur mon propre cube. Je vais clairement pas le rentrer. Alors que c'est clairement un cube centré autour des artefacts. Ou tu pourrais te dire qu'il doit rentrer tout seul. Bah ouais, et en fait vraiment, moi je sais que là, moi il m'inspire rien. Je me dis pas qu'il va remplir un rôle qui m'intéresse. À la rigueur, il va tuteur des choses, mais les cartes qu'il va tuteur, c'est pas forcément les cartes que j'ai envie de permettre aux joueurs d'aller tuteur nécessairement. Ouais, non, c'est ça. Parce qu'ils rentrent pas dans les archétypes combos. Il s'envisage très facilement dans un vintage cube ou un truc comme ça. Je pense. Je pense qu'il a moyen de faire des bêtises très vite. J'entends qu'il rentre pas spécifiquement. Je sais pas dans quelle mesure est-ce que tu vois dans un deck qui a un pince-crâne et qui a, allez, on va dire 2 créatures artefacts dans tout son deck. Est-ce que tu as envie d'aller... 2 créateurs artefacts, je pense que c'est trop peu pour vraiment oui, mais en fait, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup des créatures artefacts. Tu vois ce que je veux dire, tu vas pas les inventer. Et du coup, je me pose la question, est-ce que dans un deck comme celui-ci, est-ce que tu rentres Tezzeret ? Et moi, j'ai l'impression que non, alors que c'est fort d'aller chercher le pince-crâne. Mais je suis pas sûr d'avoir envie de jouer Tezzeret dans ce genre de conditions. Et du coup, est-ce que les decks qui vont avoir envie d'avoir Tezzeret dans leur liste, est-ce qu'ils vont être si nombreux que ça ? Je sais pas trop. C'est ce qui me laisse froid sur Tezzeret. Sur ce play-là, au moins le Mage Breloque te met une créature à équiper... C'est ça. Et en fait, Mage Breloque, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais tu vois, on disait c'est vachement fort d'aller chercher un artefact et c'est cool de pouvoir le refaire. Le truc, c'est que dans un deck de 40 cartes, bah oui, parfois tu auras plusieurs cibles à aller chercher, mais souvent, t'as qu'une seule cible vraiment importante. Et surtout, en limité. En fait, t'as pas de pince-crâne, tu vois. Tu vas aller chercher ton pince-crâne et oui, après, tu peux aller chercher une babiole, mais faire un -3 pour une babiole, c'est un peu triste, tu vois. Voilà, faut vraiment avoir quelque chose à faire avec cette babiole.
À minima, ça lui donnera un marqueur loyauté. Bref, moi je suis froid sur la carte, mais je comprends pourquoi les gens la trouvent cool, parce qu'elle fait un peu peur, mais à mon avis, elle a pas de maison et son ultime, il est pas très fort. Globalement, il nous reste 5 petites cartes, et on va pouvoir passer plus rapidement dessus, parce qu'on va les aborder comme un cycle. Ce sont des planètes. Les 5 terrains dont on va parler maintenant, ce sont des stations. 5 planètes, une de chaque couleur. Nous avons la blanche Adagia, bastion battu par les vents. Nous avons Uthros, noyau divin titanesque. Nous avons la noire, Susur Segundi, hôtel du vide. Nous avons Cavaron, monde mémorial en rouge. Et nous avons Evendo, havre en éveil en vert. Elles se valent pas toutes. Et en fait, moi je vais en distinguer 2 parmi les 5. Donc je propose qu'on parle tout de suite. Et après on parlera des 3 autres qui sont un peu plus spécifiques. Donc les 2 qui vont se ressembler, c'est Evendo, la verte, et Uthros, la bleue. C'est des effets similaires à des cartes qu'on connaît. Exactement. Qui sont fortes. Tout à fait. Voire très fortes. Dans tous les cas, donc, tous ces terrains, ils arrivent en jeu engagé. Oui. Et ce sont des stations qui sont tous à 12. Voilà, qui sont toutes à 12. Donc vous allez devoir vous démerder pour les monter à 12. Sinon, c'est des terrains qui arrivent engagés qui font juste un mana. Et en attendant d'être à 12, ils font vraiment rien d'autre, contrairement aux vaisseaux qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, qui avaient souvent un effet pour pas trop cher, et un gros effet, ou alors un effet d'arrivée en jeu, puis il fallait les stations pour les transformer en créatures un peu plus solides. Mais là, on est vraiment sur terrain engagé qui fait qu'une seule couleur et qui fait rien tant que vous n'avez pas mis 12 marqueurs charge dessus. Evendo, c'est juste une mauvaise forêt tant qu'il n'est pas 12. C'est ça. Mais le truc, c'est que Evendo, une fois qu'il est chargé à 12, vous payez un mana, vous l'engagez, et au lieu de faire un petit mana vert, vous faites un mana vert pour chaque créature que vous contrôlez. Une berceau de Gaïa pour les intimes. Et Uthros, vous payez un mana bleu, vous l'engagez, et vous ajoutez un mana bleu pour chaque artefact que vous contrôlez. Académie Tolarian pour les intimes. Donc, quand on parle des 2 terrains les plus broken de Magic en termes de mana, on n'est pas loin. En fait, on se dit c'est intéressant. Maintenant, la grande question, elle est à quel point c'est facile d'avoir cette Académie Tolarienne, d'avoir ce berceau de Gaïa. Parce que 12 marqueurs charge, ça se fait pas tout seul. 12 marqueurs, ça demande quand même de cheese un peu d'une manière ou d'une autre. Ouais. Moi, dans les tests que j'ai pu faire, du coup, j'ai pu voir les 2 en action en duel commander. C'est qui les sauvages qui jouent ça? C'est moi et Ben. Ah, ça me surprend. Mais c'est tellement pas surprenant. Laissez-moi deviner. T'as joué le vert, il a joué le bleu. Et voilà. Mais qui aurait pu deviner? Donc, moi j'ai essayé de jouer le vert dans un deck Amalia qui essaye de faire des tokens. Donc, ça peut aller assez vite. J'arrive à l'activer au tour 4, qui est quand même correct. Ça veut dire quand même que tour 3, je fais sans doute pas grand chose d'autre que de mettre des marqueurs dessus. Je dépense quand même du mana, mais toutes mes créatures vont sans doute aller là-dedans. Par contre, ça fait un tour 4, un tour 4, je l'active sans avoir rien dépensé avant. Donc ça fait un tour 4, souvent à 7-8 mana, ce qui est quand même pas sale. Je crois que Ben, pour l'instant, a réussi à activer son Uthros au tour 3, mais il était assez faible pour le coup. Enfin, il n'a pas généré forcément une grosse quantité de mana. Puis il a réussi à cheese avec une certaine 12-12 pour 1. Petit Draenor Phyrexien pour les copains. Le petit coquin. Je pense que pour ces decks-là, pour du construit, ça reste rude quand même 12. Ouais. Il faut vraiment y aller. Il faut vraiment avoir envie de le rentabiliser. Je pense qu'on pourrait voir le vert dans des stratégies un peu Elf Ball. Mais c'est un peu plus facile d'amasser beaucoup de force sur le champ de bataille. Uthros, ça part dans une stratégie Affinity où on va mettre beaucoup de board rapidement. Et où du coup, t'as pas besoin d'avoir du mana. C'est ça, en fait, une fois que t'as dump ta main sur le champ de bataille, en fait, avoir un terrain qui fait 7, c'est pas important. Ça sert plus, voilà. Moi, j'ai du mal à les voir. Je pense qu'il y a beaucoup de hype sur ces terrains-là, et c'est normal parce que c'est comme quand il y a des cartes qui disent jouer un tour supplémentaire ou une carte qui dit doubler quelque chose. En fait, les joueurs de multi sont en mode wow, c'est incroyable. Mais en fait, ces cartes-là me paraissent pas si folles parce qu'une des choses qui est très forte avec des terrains qui produisent plein de mana, c'est de générer beaucoup de mana à moindre coût. Voilà, à moindre coût et rapidement. Et là, le problème, c'est qu'il y a quand même un coût de mise en place qui est pas anecdotique. Et en plus, c'est un coût qui non seulement il est élevé, mais c'est que même en payant ce coût, ça arrive tard. C'est pas défausser 3 cartes de votre main et c'est bon, il est actif. C'est juste, vous pourrez pas l'avoir peut-être avant le tour 4, avant le tour 5, quoi. Moi là où j'ai quand même été satisfait par le terrain, c'est que le côté berceau de Gaïa, le côté je fais plein de mana, c'est le côté bonus.
Moi, ce que j'aime, c'est un terrain qui me dit engager ma créature parce que Emalia dit quand elle est engagée, je fais un mana. Ouais, mais ça, c'est plus c'est l'exception, quoi. Très spécifique. Ouais. C'est un peu ce que je disais aussi au début quand on parlait de la capacité station de manière générale. Les créatures qui vont vouloir être engagées en deuxième phase principale, ce genre de choses. Si vous avez vraiment des synergies dans ce sens-là, ou des créatures comme Emalia qui ont des effets quand elles s'engagent, ou certaines rares créatures de la belle époque de Lorwyn, ou plutôt de Morrowind, qui disaient vous pouvez dégager vos créatures. Ce genre d'effet où vous allez pouvoir un peu en abuser et où vous allez pouvoir les charger un peu de manière volontaire, et c'est vraiment plus le côté de les engager qui est intéressant. Oui, peut-être que quand ils seront complètement chargés, vous serez content de ces effets-là. Avant ça, ça a l'air dur. Et du coup, je pense que dans des decks adaptés, ils pourront avoir peut-être plus d'utilité que juste faire du mana. Ouais, ça c'est possible. Mais si on est juste sur le plancher qui est je veux avoir mon terrain qui fait plein de mana bleu, je veux avoir mon terrain qui fait plein de mana vert, je sais pas si c'est des si bonnes cartes que ça. Les 3 autres terrains, eux, ils proposent des récompenses un petit peu différentes. Et donc on va les regarder plus en détail. Adagia, qui est donc le terrain blanc, lui, une fois qu'il est chargé, il vous donne une capacité qui dit pour 4 mana dont un blanc, vous l'engagez, vous créez un jeton qui est une copie d'une cible, artefact ou enchantement que vous contrôlez, excepté qu'il est légendaire. Donc vous ne pourrez pas le faire plusieurs fois sur le même, sinon ça ne marchera pas. Techniquement, vous pouvez, mais vous devrez en sacrifier un. Si c'est des effets d'arrivée en jeu, ce genre de choses, ça peut quand même être intéressant. Ou de quitter le champ de bataille. Ou les deux. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ça, pour moi, c'est un très bon exemple de terrain où je vois comment ça, c'est un terrain qui finit les games. Ouais, clairement. Et pour moi, ça change absolument tout. Donc, Adagia, oui, lui, je vois des utilités, des applications. Vous allez peut-être mettre un petit peu de temps à le charger, mais en fin de partie, il va vous donner justement le levier pour surpasser ce que va faire votre adversaire, pour pouvoir écraser potentiellement la value qu'il va générer. Et ça, sur un terrain, si votre base de mana, elle peut tolérer le fait d'avoir un terrain engagé, je pense que c'est bien. Lui, je lui vois un beaucoup plus gros potentiel. Je suis d'accord. Ensuite, on a le terrain noir qui est Susurre Segundi, Hôtel du Vide. Lui, une fois qu'il est chargé, il a une capacité activée qui dit payez 2 mana dans un noir, vous l'engagez, vous payez 2 points de vie, vous sacrifiez une créature, vous piochez un nombre de cartes égal à la force de la créature sacrifiée, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Je pense que j'ai encore un peu de mal à l'évaluer, mais lui aussi il me paraît fort. Je pense qu'il est moins broken. Moins facile à abuser. Voilà. Par contre, avec des créatures, si on est en train de faire des boucles de récursion sur des créatures de 2 warp, par exemple, du cimetière, ce genre de choses, où à chaque fois qu'on réanime la créature, on va pouvoir l'engager, mettre des marqueurs, la sacrifier, la réanimer. On va pouvoir vraiment très facilement mettre les 12 marqueurs très vite. Et une fois qu'on a mis les 12 marqueurs, l'effet, même s'il n'est pas game breaker, et en tout cas moins impactant que les autres, il est à mon avis assez facile à atteindre dans ces couleurs-là. Surtout dans une synergie où on veut sacrifier notre créature. Je pense que le plus gros défaut de la capacité, c'est que cet effet-là, en rituel, fait qu'on ne peut pas abuser des effets de sacrifice. Tu vas pas pouvoir sacrifier une créature en réponse à son trigger d'évocation. Tu vas pas pouvoir sacrifier un Dreadnought en réponse à son trigger. Ce qui serait un peu marrant quand même. Ce qui serait... oui, piocher 12, ça a l'air rigolo. Ouais, mais payer 2 points de vie. Quand même. Donc, j'ai l'impression que la carte, elle est forte. Mais en fait, je suis pas sûr que ça vaille le bénéfice d'avoir investi 12 marqueurs charge dessus. Mais à voir. Ça dépend à quel point on peut le bouiter ou le cheese, à mon avis. Oui, c'est ça. C'est si jamais vous avez tendance à jouer régulièrement des permanents, vous savez qu'ils vont rien faire, vous les engagez, vous chargez. Ouais. Et enfin, on a Kavaron, le monde mémorial. Donc, Kavaron, monde mémorial, c'est le terrain rouge, c'est le dernier. Et donc lui, pour 2 mana, vous l'engagez, vous sacrifiez un terrain. Vous créez un jeton de créature artefact 2 d'un color robot. Puis les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 avec la célérité jusqu'à la fin du tour. Mon avis, c'est que c'est nul. C'est lent. Je pense que vous avez chargé pendant plusieurs tours, alors que vous auriez pu bourrer votre adversaire. Si vous faites ça, pour moi, c'est que vous n'êtes pas un deck aggro. Déjà, ça, c'est mon état d'esprit. Je suis d'accord. Après, il y a encore une fois le fait que tu peux engager les créatures le tour où elles arrivent ou elles ne pourraient pas attaquer. Si t'es vraiment aggro, t'as au moins une créature sur 2 ou une créature sur 3 qui a déjà la célérité. En plus, tu joues rouge, donc t'es dans la bonne couleur. Pour moi, tu vas mettre longtemps à la charger. Moi, si pour gagner cette partie, je dois payer 2 man, enfin, si mon payoff, ma récompense pour avoir mis 12 marqueurs dessus, c'est je vais créer une 2-2 et donner +1/+0 à mes bêtes. Non, c'est pas assez. C'est un terrain engagé, c'est horrible pour aggro.
Lui, à mon avis, pour l'instant, c'est un terrain que j'approcherai pas à moins de très loin. La seule raison pour laquelle je pourrais avoir envie de le jouer, et vraiment je pense que c'est une mauvaise raison, c'est si j'ai un archétype un peu boui-boui, récursion, sacrifice, voilà, et je me dis, ouais, bah en fait, je le vois pas comme une vraie récompense, je le vois pas comme un truc que les gens ils ont envie de faire, mais c'est plus, c'est sur un terrain et c'est une option, sauf que ça pour moi c'est une réflexion de construit, c'est un truc qu'on a déjà pas mal discuté ensemble, c'est cool le coup d'opportunité quand t'es en construit, tu te dis, bah en fait mon terrain il va remplir un rôle supplémentaire. Mais dans un cube, pour le cube designer, pas pour le drafter. Oui, c'est ça. Pour le drafter, c'est la même chose. Voilà. Mais pour le cube designer, ça reste quand même une carte parmi les 360 voilà, c'est juste un slot 500 qui voulaient mettre. Et en fait, je vais juste pas allouer un slot à un terrain qui, pour moi, va donner juste un tout petit avantage et pas beaucoup de plus. Je suis d'accord. Et c'était la dernière carte qu'on avait. C'est la dernière carte qu'on avait choisi de vous présenter. Bah oui, bah j'ai envie de dire quoi. On a parlé 20 minutes, quelque chose comme ça. Oui, plus ou moins 4. Plus ou moins 4. Alors. Ah. Est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce que tu as encore un petit mot à ajouter? Moi, je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais, je pense qu'on a bien fait le tour. Après, il y a évidemment des cartes dont on n'a pas parlé. C'est aussi pour ça qu'on a fait le tour sur les mots-clés. Ouais. Enfin, il y a beaucoup d'autres cartes qui sont intéressantes dans beaucoup d'autres cubes. On peut pas non plus tout toucher. Nous, on en parlait principalement de cette édition parce que justement, on se disait, c'est quand est-ce qu'il y aura encore une édition qui touche à la fois ton cube et le mien, hein, parce que bon, moi, mon cube principal à l'heure actuelle, ça reste quand même mon cube land. Ton cube principal à toi, c'est ton cube artefact. Et là, on s'est tous les deux gavés comme pas possible sur cette édition. Donc, les cuts ont été impossibles à faire pour toi et si je suis très honnête, moi, ils sont pas encore faits. Voilà. Donc on est quand même sur une édition qui nous parlait beaucoup. C'est pour ça qu'on a fait cet épisode aussi. Évidemment, il y a des cartes où nous, par notre biais, on les a pas vues. Mais on a quand même beaucoup d'options avec ces nouveaux designs qui peuvent aller dans plein de cubes différents. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Globalement, c'est une très chouette extension pour le format, je pense. Oui, clairement. On a beaucoup de cartes qui touchent large. Ouais. Il n'y aura pas 40 cartes, 40-50 cartes pour chaque édition, hein, je pense. Non. En tout cas, si on devait prendre les dernières, il n'y en aurait pas tant, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode du Maître Cube vous a été présenté par Lucas Fourlacroix ainsi que par Antonin Michelet. Merci Antonin d'être venu discuter avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. La musique est produite par Léa Ikash. Les visuels sont réalisés par Ophélie Pimbergry. Le jeu de cartes Magic l'Assemblée est produit par Wizards of the Coast. Continuez de jouer à Magic, continuez de cuber, et à bientôt pour un nouvel épisode de Maître Cube.